France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre LGF. On est à J-3 des vacances pour ce qui nous concerne évidemment. On attend ça avec impatience. Merci d'être avec nous pour ce mercredi. Nous sommes le 1er août, ça y est, nous y sommes. Et alors, je sais pas si vous avez constaté, mais le 1er août à Paris, ça sent quand même le désert, pour le coup, avec beaucoup de monde parti en vacances. On a l'impression d'être seul, et pourtant nous ne sommes pas seuls, puisque Maïssa Leroy est là. Bonjour Maïssa. Bonjour. T'as pas trouvé que Paris... Franchement, c'est cool. Ouais, j'aime c'est trop. bien. Et en plus, les gens ils sont de bonne humeur parce que c'est pas les Parisiens qui sont là. C'est les touristes. C'est les touristes. Voilà. C'est ça, ils sont tous partis. Bon, Maïssa, sois la bienvenue. Merci. Avec notre ami Nadir Kaya qui est en train de nous faire le thé là. T'es venu le bonjour. Hein. Salut Nadir, ça va? Ouais, ça va et toi? Ce matin sur LCI, cet après-midi sur France Maghreb 2. Tout à fait. On voit que ça tourne, hein. Ah oui, il fait la tournée des médias, Nadir Kaya. Eh ben c'est cool. Voilà, président de Banlieue Plus évidemment avec nous. Le mercredi, c'est sa journée. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Bien, on va parler. Vous avez suivi cette nouvelle loi qui va venir apparemment à l'automne. C'est ce qu'a annoncé Madame Marlène Schiappa sur le harcèlement dans la rue. Alors il y a des trucs étranges. Le regard insistant. Regard prononcé. Le gauche qui tremble là. Ça veut dire que là, si je te regarde de manière insistante, je peux porter plainte tu te prends une amende. Mais sérieusement, est-ce que alors on en connaît qui aiment bien intercepter les femmes ou on va dire que c'est plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre sens quand même. Est-ce que la nouvelle loi va faire changer un petit peu va faire un petit peu changer les choses? Et puis j'aimerais que vous nous racontiez, vous, mesdames en particulier, mesdemoiselles, vous qui empruntez les transports en l'occurrence, est-ce que vous avez déjà été embêté? De quelle manière? Des agressions à caractère sexuel? Il paraît on recense de plus en plus. Alors vous nous direz comment vous comportez dans ce cas-là. Racontez quelques témoignages. On peut prendre par exemple la ligne 13 du métro parisien qui est souvent bondée. La plus belle. Et certains qui en profitent évidemment pour faire des gestes à caractère sexuel. Découvrir, oui, changer. C'est ça, voilà. C'est ça. Une drôle de manière de rencontrer et de découvrir. On fera un petit tour par l'Algérie parce que oui, l'Algérie, oui. Ouais. Parce que il y a eu plusieurs festivals d'annulés. Alors pourquoi? Bien apparemment les islamistes qui feraient pression en ce moment. Ça s'est passé à Ouargla, notamment en début juillet, où en plein festival ils sont arrivés et ils ont fait un appel à la prière pour dénoncer. On ne veut pas de la musique, on ne veut pas de tout ce qui est culture, on veut du travail. Une manière de faire. Donc du coup, il y a le festival d'Oran qui a annulé, le festival de Béjaïa qui a annulé, Tizi Ouzou aussi. Donc plein de festivals en Algérie qui sont annulés. On se posera la question donc de ces islamistes qui essaient de saccager un petit peu la culture. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que le message effectivement d'avoir du travail c'est bien, mais la culture aussi c'est important? Et puis on parlera de la question du jour évidemment aujourd'hui qui concerne les Tunisiens et les Émirats Arabes Unis qui refusent de faire flopper le drapeau israélien et du coup annulent donc des compétitions sportives. On le voit de plus en plus, ne veulent pas combattre face à des Israéliens et donc évidemment perdre sur le tapis. Mais est-ce que vous saluez ce geste donc de notamment ces Tunisiens, de ces Émirats Arabes Unis qui refusent donc de combattre ou en l'occurrence on parle de judo contre des Israéliens? 01 40 33 9000 pour nous joindre, bien sûr, pour participer comme d'habitude à cette émission. Et puis tiens, en guise de coup de cœur musical aujourd'hui, je vous ai ressorti un petit truc de musée, mais c'est pas mal non plus. Si je vous dis Petit Frère, ça vous dit quelque chose? Attends. Petit Frère, le grand forum. Merci d'être avec nous en direct en ce mercredi 1er août et beaucoup sont partis, mais nous sommes là, nous encore, pendant au moins 3 jours, jusqu'à 18h avec Maïssa Leroy qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que Nadir Kaya, bien sûr. Alors et vous, chers amis auditeurs, auditrices, 01 40 33 9000, que vous soyez en vacances ou non, d'ailleurs vous pouvez nous appeler, pour nous faire un petit peu rager. D'ailleurs, vous avez prévu de partir en vacances tous les deux, Maïssa? Oh si, moi c'est prévu là. Oui. Ça approche? Oui, bientôt. Tu vas emmener toute ta grande famille là-bas? Toute la grande famille là-bas, ouais. Dans le sud? Sud, toujours. Sud, toujours. Toujours. Pas de bled l'été? Franchement, pas l'été. En octobre, ouais. Octobre-novembre, l'été, c'est trop chaud pour les enfants, c'est trop cher, c'est. Oui, trop, justement, on en parlait. Les familles, c'est speed, c'est pas des vacances, tu vois. On en parlait lundi avec Nasser Lagili qui travaille dans une agence de voyage et disait que celui qui réserve maintenant, en ce moment-là, pour un retour avant le 30 août, il y avait rien de moins de 800 €. Ah oui, que ce soit Alger, Tunis, Rabat. Oui, non, les trois. Tout le Maghreb. Tout le Maghreb. Ils ont dit, ils ont constaté cette année, le record était battu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Aïd qui tombe le 22. Bah oui, pendant les vacances. Ah bah oui. Et toi, Nadir, prévu de partir en vacances?
Bah, après avoir fait une petite semaine en Sardaigne en juillet, je vais sûrement aller du côté de la Haute-Savoie. Ah, c'est la cool. montagne, C'est La sympa. cool, montagne, les vacances randonnées, là-bas, ouais, reblochon à la volonté. Ouais. C'est beau la France, hein, faut pas C'est l'oublier. très très hein. beau, ouais. C'est très très beau. Il y a de Nous belles aussi, on a régions. l'habitude de partir vers là-bas, Haute-Savoie, Suisse, région lyonnaise. Ouais. Bon, d'habitude, on fait de la rando et tout, mais là, cette fois, ça attendra l'année prochaine. Oui, bah, c'est normal, t'es excusé. Il y a Oui. une petite. Voilà. Ah, la Une petite petite Bayenne va nouvelle. bien. Elle va bien. Bon, très bien. Alors, la question du jour aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis et la Tunisie perdent des rencontres de judo pour avoir refusé de faire flotter le drapeau israélien. Est-ce que vous saluez ce geste? On sait que c'est pas une première. Il y a eu beaucoup de tentatives, enfin, beaucoup de gens qui ont refusé, des sportifs notamment, qui ont refusé de combattre, par exemple, contre des Israéliens. D'abord, alors, moi j'ai deux questions à poser. Est-ce que vous saluez ce geste? Est-ce que finalement politique et sport font-ils bon ménage? Est-ce qu'il faut pas tout confondre? Est-ce que on se sert du sport pour dénoncer une injustice? Est-ce que ça peut être un moyen de pression? On sait dernièrement que lors d'un congrès d'étudiants, je crois, un étudiant saoudien s'est aperçu qu'il était assis à côté d'un Israélien avec le drapeau israélien. Du coup, il s'est levé. Il a été s'asseoir à côté d'un Iranien. Ça, c'est pour mettre une belle gifle d'ailleurs au prince héritier Mohammed Ben Salman. Pour le coup. Nadir, est-ce que par exemple toi tu trouves ça juste, tu trouves ça bien de se servir du sport pour faire de la politique, pour faire de la dénonciation, dénoncer l'injustice? Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas si c'est juste. Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux comprendre ces gestes-là de la part de certaines personnes qui soutiennent la cause palestinienne et qui n'ont que ça, entre guillemets, pour au niveau international ou auprès des médias, montrer un petit peu leur soutien, c'est-à-dire de boycotter ce genre d'initiative en ne se mettant pas avec les Israéliens, parce que ça rappelle tout simplement la situation là-bas. Parce que si c'est pas ces petites choses-là comme ça, qui de temps en temps rappellent que il y a un peuple qui est colonisé par une entité et puis soutenu par beaucoup de pays, je vois pas comment ils vont faire. Donc pour moi, je vais pas dire je salue, mais je comprends franchement pourquoi il y a des gens qui font ce genre d'actes pour rappeler ce qui se passe en Palestine. Oui, alors donc sport et politique font bon ménage pour toi? Bah, c'est pas qu'ils font bon ménage, c'est qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ouais, donc aujourd'hui, c'est du sport à un haut niveau, parce que je pense que c'est quand même des athlètes à un haut niveau, c'est pas des amateurs. Donc ils ont quelque part la possibilité de rappeler la situation en Palestine, donc ils le font par le biais de leur sport. Donc je pense que c'est quand même un bon rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étouffent ou qui cherchent à cacher un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc c'est pas plus mal. Bon, je suis d'accord. Maïssa, le sport à haut niveau, de toute façon, il devient politique après. Hein. Quand on voit toi t'es un peu sportive, Maïssa, et par exemple si t'as une compétition et qu'on te dit que tu vas jouer contre une Israélienne par exemple, est-ce que non, je vais pas. Tu vas pas? Ah oui, non. Non? Non. Sans savoir peut-être que on peut tomber sur quelqu'un qui soit pas pro-sioniste, ouais, mais etc. en fait, elle représente son pays, donc même si elle est pas pro-sioniste, ça veut dire que quelque part elle cautionne. Je pose des questions, Oui, mais ça veut dire que quelque part elle cautionne ce qui se passe en Israël, c'est pas non plus, ce qui se passe en Palestine, c'est pas non plus caché. On le sait, quand tu représentes Israël, c'est que tu défends Israël, tu chantes l'hymne d'Israël, on sait bien que ça se passe comme ça, et je pense que vraiment le sport et la politique font ménage malgré eux, malgré le fait que non, mais il y a beaucoup de choses qui se négocient en politique par des grands jeux de sport en fait. Par exemple, il y avait eu ça là, je sais plus c'était dans quel pays, mais justement il y avait eu une compétition qui avait eu lieu justement dans un pays et qui avait permis de réconcilier deux pays qui étaient complètement opposés au niveau politique. Ouais. Il y a eu plein d'histoires comme ça, il y a plein d'anecdotes historiques comme ça. La Corée du Nord et la Corée du Sud dernièrement. Voilà. Sur le plan sportif, ils ont réussi à s'unir et un petit peu dépasser les conflits historiques. Ouais. Mais Moulin c'est lié à la politique, comme disait Maïssa. Faut pas oublier que les politiciens de premier plan aujourd'hui se servent des échéances sportives pour mettre en avant certaines choses d'un point de vue politique ou simplement en termes de communication. Donc comme je te disais, c'est que ce soit des athlètes à leur niveau, ils le font tout simplement avec cette arme-là qui est peut-être celle qui c'est une petite arme, mais c'est un bon rappel, je pense. En tout cas, 88% des gens qui ont voté sur Facebook saluent ce geste. Vous continuez à voter sur France Maghreb 2, sur Twitter, Nadir, tu peux aller regarder, sur LGF officiel.
Bien sûr, et puis en nous appelant au 01 40 33 9000, on se pose cette question finalement parce qu'il y a eu plusieurs exemples en date donc qui font que des compétitions sportives ont été annulées, ou plutôt des combats. On parle de judo, mais aussi je crois que dans le foot on a déjà vu ça, des joueurs qui refusent de jouer contre une équipe israélienne, etc. Donc voilà, on fait du sport, mais on a nos convictions personnelles aussi, et ça peut peut-être parfois aller à l'encontre. Donc on ne joue pas, on décide de ne pas jouer, de s'abstenir. Alors c'est vrai qu'après on est vite catalogué aussi. Après le problème c'est. Oui, c'est comme Ronaldo qui Imagine, donne des sommes pour la Palestine. Après ici il est controversé. Après, mais bon c'est. Et Messi qui fait la même chose pour Israël, voilà, ainsi de suite. Donc à un haut niveau les sportifs s'engagent. Donc que ce soit pour ou contre la Palestine, chacun a au moins déjà le mérite de prendre position. Combat, voilà, pour un combat. Pour un combat, oui, que ce soit de la boxe, judo, karaté ou que sais-je encore. Exactement. Après il faut dire que les pays musulmans qui accueillent des compétitions avec des Israéliens, il y en a, on peut en citer les Émirats Arabes Unis, par exemple, le Maroc, qui a déjà eu, même si le peuple gueule un peu. C'est déjà des pays qui ont des relations normales avec Israël. Quelque part, c'est pas surprenant. Oui. Après, tu as des pays comme l'Algérie qui, officiellement, je crois, n'a pas de relation avec Israël. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine de pays dans le monde qui tiennent tête à Israël, mais tous les autres pays, que ce soit musulmans ou pas, arabes ou pas, ça fait longtemps qu'ils ont fait allégeance et qu'ils soutiennent volontairement ou pas la colonisation en Palestine, parce que quand on fait des accords avec le colonisateur, quelque part, on soutient la colonisation. Évidemment, il n'y a parce qu'on l'enrichit. Tout à fait. On l'enrichit, donc Oui, effectivement. Alors, voilà, encore le ridicule qui ne tue pas. Vous connaissez les rappeurs Booba et Karis? Oui. Eh bien, un hall de l'aéroport d'Orly fermé après une altercation entre les deux rappeurs. Voilà. Ça ne s'invente pas. Hein. Mais je tiens à noter quand même, j'ai rien contre l'artiste, mais il est tout le temps dans des histoires, Booba. Il est tout le temps dans des clashs, en fait. Tout le temps. Ouais, mais il a tout le temps quelqu'un, en fait, en ligne de mire. Je pense que c'est prémédité quand même, parce que ils savent très bien que ça fait le buzz. Et pour un gars comme lui qui a un certain âge aujourd'hui, je pense qu'il est quand même peut-être plus autant en avant qu'à une époque. Et je pense qu'il joue aussi là-dessus. Après, si c'est pas le cas, franchement, c'est triste parce qu'il a un certain âge. Ils essayent pas de faire comme les Américains, tu sais, dans le rap game, des clans. C'est des clans, des bagarres. À l'époque, ça se passe là-bas à coup de. Mais c'est triste parce que c'est toujours pareil. Ça soldé par des morts, hein, aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Ça contribue toujours à alimenter les clichés sur la banlieue. Donc c'est des gens pour faire monter aussi leur. Plus en banlieue. S'ils le font pas vraiment, c'est pas intelligent, quoi. Donc voilà, on est avec la stupidité de rappeurs donc qui apparemment se rencontrent. À la base, ils étaient potes. Karis et Booba, eh bien ils se sont rencontrés visiblement, altercation et donc fermeture de l'aéroport d'Orly, enfin d'un hall de gare d'Orly. Voilà. Puis une autre information aussi un peu particulière qu'on aura, je pense, le temps d'évoquer dans les journaux peut-être un petit peu plus tard, mais ça vient de tomber tout à l'heure. On aurait retrouvé 3 pistolets, c'est une information Le Monde, 3 pistolets non déclarés dans les locaux de La République En Marche. 3 pistolets non déclarés. C'est pas possible. Non mais si, je crois pas. Sur info révélée par Le Monde. Oh là là, zut alors. Donc c'est quoi, c'est une mafia ou quoi ce mouvement là? Je comprends pas, mais en tout cas, mais je trouve ça quand même hyper bizarre qu'il y ait tout qui soit dévoilé maintenant. Il y a Anguille sous roche. Il y a tout qui est dévoilé au bout d'un an de présidence, alors que ça c'est des choses c'est des secrets à l'intérieur des cabinets qui sont connus. Et c'est des choses qui sont sues. C'est un autre monde, la politique. Donc je me dis c'est quand même bizarre que Benalla sorte maintenant, ça sort maintenant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir encore dans quelques mois, mais voilà, même Bayen elle est d'accord. Oui, Bayen aussi. Alors, on en a déjà parlé, Nadir, mais sur le fait que ça sorte maintenant, il peut y avoir diverses explications sur le fait que ça sorte en politique, il n'y a pas de hasard. Donc après, il y a des explications, des choses qu'on n'est pas censé savoir, mais on imagine bien que derrière tout ça, il y a des gens qui peuvent être à l'origine de cette situation ou qui peuvent se servir de cette situation pour des aspects politiques. Donc que ça soit vrai, pas vrai, que ça soit vraiment des gens de ce parti qui ont mis ces armes-là ou d'autres personnes qui les ont mises là pour continuer à alimenter le sujet. Il y a plus de surprise. Tu sais, ça fait longtemps que la réalité a dépassé la fiction. Oui. Eh bien, vous nous appelez évidemment pour évoquer tout ça. Donc, quelques informations qui viennent de tomber, qui nous font réagir un petit peu. Enfin, questionner en tout cas sur le fait de retrouver des pistolets quand même dans un mouvement politique, dans les locaux d'un mouvement politique, des pistolets qui sont non déclarés. C'est une information révélée par Le Monde cet après-midi. Et donc, cette information aussi qui vient de tomber. Donc, Karis
et Booba, les deux rappeurs, les deux comment dirais-je, ceux qui se prennent pour des hommes là, Oui. voilà, pour des bonhommes, et qui s'affrontent par médias interposés sur les réseaux sociaux, etc., pour faire monter un petit peu leur notoriété, hein, et dire qu'il y a des jeunes dans les écoles qui se sont tapés dessus à cause de deux rappeurs. Ouais. Voilà où on en est, quoi. Je veux dire, il y a des gens des pro Booba, des pro Caris à l'époque, des pro Lafouine, des pro il s'est embrouillé avec qui d'autre encore, Rof. Non, mais tout le temps, là, récemment, Maître Gims. Voilà, Maître Gims, voilà. Tout le temps, ils s'embrouillent, tout le temps. Donc, alors, Booba, Caris se rencontrent à Orly, hop, altercation, bagarre, ils ferment les regards. Après, Voilà. va savoir si c'est vraiment eux deux qui se sont bagarrés. Ou peut-être c'est des soutiens, je sais pas. Voilà, peut-être c'est les gens valise, qui il y en a un qui avait une valise un peu plus classe que l'autre, et puis ça l'a fâché. Donc, c'est possible. Hein. donc il y avait des options que l'autre n'avait pas. Et non, mais bon, ce qui est navrant là-dedans, c'est que c'est toujours pareil. C'est des gens qui véhiculent l'image de la banlieue. C'est des gens qui ont réussi dans le domaine musical et notamment dans le rap, qui sont quand même des référents, parce que contrairement à ce que certains nous font croire, c'est eux qui font vendre aussi beaucoup d'albums et qui élèvent le niveau de la chanson française, même s'ils sont pas réellement considérés comme ça. Hein, parce que moi je vois des émissions, on parle de variété, de chansons françaises, mais pas trop de rappeurs. Pourtant c'est eux qui vendent le plus. Mais moi ce qui me désole, c'est toujours pareil, c'est l'image qui véhicule et le fait qu'ils soient pas en capacité de donner une image meilleure, et surtout pour les banlieues, quoi. On a besoin de référents, d'exemplarité dans tous les domaines, et ces gens-là malheureusement ils ont pas compris un petit peu aussi ce qu'ils pouvaient apporter aux jeunes et notamment à la banlieue. Exactement. Oui, alors justement, vous avez un avis à nous donner là-dessus. Ce serait intéressant de vous entendre aussi au 01 40 33 9000 sur tous ces artistes, tous ces gens qui émergent et qui viennent de la banlieue, qui sont connus, et qui se retrouvent parfois impliqués dans des choses étranges, des faits divers, etc. Comment l'expliquer? Bon, j'ai le souvenir de Serge Aurier là, du Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez, il avait été altercation avec la police. Enfin, c'est souvent, quoi. Alors Karim Benzema, c'est autre chose, c'est une autre affaire, mais il se retrouve aussi dans une affaire avec un autre footballeur. Toutes ces stars, On finalement. On veut finalement alors c'est les quoi? laisser à leur rang de bad boy, en fait, de voyous. Oui, mais c'est quoi? C'est eux qui n'en font pas aussi le nécessaire pour être propres, parce qu'il y a aussi des gens très propres qui n'ont pas d'affaires et qui visiblement ça se passe bien pour eux. On a quand même pas mal d'exemples, je pense, à donner. Mais voilà, forcé que on appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire que dès que le mec vient de banlieue, dès qu'il fait une connerie, on les met tout de suite en avant et on le ramène. Vous avez vu dans les émissions de débat, on le ramène toujours à ses origines sociales ou ethniques. Sociales ou ethniques, exactement. Donc voilà. D'ailleurs, même dans l'affaire Benalla, j'ai vu, je crois que c'est l'émission qui s'appelle Les Grandes Gueules sur RMC, un rebeu qui dérange. Non, voilà. Mais même lui, lui a déclaré, il a dit je suis le beurre qui a dérangé beaucoup de gens. Déjà le beurre, mais c'est vraiment nul. Oui, apparemment c'est un franco-marocain, il a été naturalisé à 3 mois. Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il serait franco-marocain et il a pas changé de nom. On lui a donné ce nom dès la naissance, quoi. Donc le changement de nom, c'est la fachosphère qui a relié. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas. C'est un franco-marocain, un franco-marocain. Juif, on sait pas, on sait pas s'il est de quelle confession. C'est un gars qui avait un poste clé, qui a fait la bêtise de faire des choses vraiment stupides et qui l'a mené là où c'est stupide pour un mec comme lui, quoi. Et puis on a appris, vous savez que dans cette affaire, on apprend chaque jour des nouvelles choses. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il a été durant sa suspension 2 fois à l'Assemblée nationale. Oui. Alors pareil pour faire du sport. Hein. Ouais. Ça va. Non mais ça va, je vois qu'il est détendu. Bon, la France entière parle de lui, mais sport. Ça vous dit qu'on aille faire un petit peu de sport là-bas, Nadir, Baïssa? Il doit avoir des hammams, des petites piscines. Ça va être sympa quand même. On va faire un peu de rameur avec Jean-Luc, hein? Jean-Luc Mélenchon. Ou avec l'autre là, comment il s'appelle? Alexis Corbière, il a l'air sportif celui-là. Hein? 01 40 33 9000. Non mais c'est vrai, c'est la République en marche là pour le coup. On est en marche vers dans tous les sens. On ne sait pas, mais ça marche dans tous les sens. Alors dans le zapping, dans un instant, on va parler de justement revenir sur cette motion de censure qui a fait rigoler tout le monde parce que finalement ça a servi absolument à rien. Et puis on parlera de ce qui s'est passé hier dans le métro parisien. En effet, des voyageurs se sont retrouvés bloqués dans un tunnel entre la station Saint-Paul et Bastille pendant plus de 2 heures et ils ont relevé la température 63 degrés. Des gens qui ont fait des malaises et qui ont dû donc ouvrir les portes et essayer de sortir eux-mêmes sur les rails. Enfin, ça a été la pagaille totale, apparemment sans aucune information transmise aux voyageurs. Là, il y a vraiment aujourd'hui critique concernant la gestion de crise de la RATP. Sur la ligne 1 qui, je le rappelle, est une ligne automatique maintenant.
donc plus de conducteurs. Donc c'est vrai que compliqué. Du coup, ils pouvaient pas ouvrir. Bah oui. Ah non, forcément. il y a personne qui a ouvert. Ils ont ouvert à la fin. À la fin. Parce que la RATP a détaché des personnes qui sont venues en urgence, mais ils sont restés plus de 2 heures enfermés. Et dès l'instant où la rame elle est en arrêt automatique, tout se coupe, même la climatisation. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de truc de secours, il n'y a rien du tout. On a entendu. Ouais, donc il y avait des enfants, il y avait des. Ouais. Je crois qu'il y a eu 2-3 malaises, mais autrement ça a quand même bien fini pour les gens. Mais ils sont restés surtout 2 heures dans l'ignorance, sans aucune communication. C'est traumatisant, ça. Peut-être étiez-vous d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu cette histoire dans le métro parisien ligne 1. On en reparlera en tout cas. RATP. Pour le coup, et en plus en ce moment le RER A qui est en travaux et donc fermé de nation à la Défense. Donc du coup il n'y a pas d'alternative. La ligne 1 elle est surchargée en ce moment. Donc c'était une rame bondée visiblement hier soir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Fares. Fares, vous nous appelez d'où, Fares? De Paris. De Paris. Alors qu'est-ce qui se passe, Fares? Sur quel sujet vous souhaitez intervenir? Je souhaite intervenir sur le sujet de l'Algérie, sur les événements récents. Je veux vous apporter une information, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y avait 7 militaires qui étaient tués au niveau du Skikda. Moi j'en ai 4, mais 7 terroristes. Il y avait 7 exactement, et plusieurs blessés. Et par rapport à tous les festivals qui étaient annulés, je trouve que c'est un peu débile et très dommage de laisser tomber la culture. Et par rapport à Béjaïa, en fait, c'est pas les islamistes, c'est le maire qui voulait annuler un festival de la chanson Amazir. En fait, il a dit qu'en quoi il veut rapatrier l'argent de la culture pour nettoyer la ville, quoi. Et ça veut dire il a attendu jusqu'à l'été pour nettoyer la ville. Comme on sait, Béjaïa, il est un peu sale. Et du coup, ils ont trouvé une excuse par rapport à ça. Fares, moi j'ai beaucoup de gens qui sont allés l'été dernier en Algérie et particulièrement en Kabylie. Ils m'ont dit que c'était extrêmement sale. Ils avaient jamais vu autant de saleté. Des plages absolument désastreuses. Mais alors, pour le coup, on va pas incriminer les autorités sur le comportement des gens qui est à déplorer pour le coup. Non, je suis d'accord, mais les premiers responsables, c'est le gouvernement et la municipalité qui est en place. Quand vous voyez, il n'y a aucune poubelle qui est à disposition. Ça, vous voyez, il n'y a pas de ramassage. Que les gens, c'est vrai, si vous mettez les poubelles à disposition des gens, si vous avez des ramassages, les gens ils jettent par terre, là oui, on peut incriminer un peu la population. Après, il y a l'éducation à l'école, il y a des comment dirais-je, des spots publicitaires pour inciter les gens à éduquer un peu la population, à ne pas jeter n'importe où, n'importe comment. Et voilà. Et moi, je suis de là-bas, moi je suis de Béjaïa. À chaque fois quand je vais là-bas, quand je veux jeter quelque chose, je le garde des heures, même dans la journée complète, dans ma poche, où je trouve pas une poubelle pour la jeter. Des fois, on voit des poubelles qui sont pleines, ils sont pas ramassés par la mairie. On a ce problème-là, il y a des problèmes de décharge. À chaque fois, la mairie, ils versent leurs décharges dans des forêts, ils tuent un peu la nature. Ils trouvent pas de solution par rapport à tout ça, quoi. Ouais. Merci Fares. Au lieu d'investir dans des trucs de recyclage ou dans la génération l'usine d'incinération. Ouais, c'est vrai qu'il y a effectivement le problème des poubelles et puis le problème aussi des comportements, l'éducation des gens. Merci Fares en tout cas pour ton appel. Mais effectivement, alors pour Béjaïa, peut-être que tu as raison que c'est une décision du maire, mais pour le reste, en l'occurrence Oran et tous les autres festivals annulés, c'est visiblement par une peur de ce qui s'est passé à Ouargla, où des islamistes sont venus en plein festival, en plein concert, et ont commencé à faire l'appel à la prière, c'était l'Aïcha, et donc on a interrompu le concert en dénonçant que nous on ne veut pas de culture, on veut du travail. Voilà une manière en tout cas qu'ont trouvé certains partis islamistes en Algérie pour dénoncer certains problèmes. On en parle avec vous évidemment 01 40 33 9000. La culture c'est important quand même. Ah non oui. On sait comment ça a commencé les années noires, vous vous souvenez, exactement. C'est hyper important, surtout que ça élève, ça apporte de l'emploi aussi les festivals. Oui. Il y a plein de monde qui travaille sur un temps donné. Bah au moins c'est du travail sur un temps donné. Après, je pense que ça ouvre, ça permet l'échange, ça permet vraiment plein de choses. Donc
C'est hyper important la culture, vraiment, hein, tous les arts. Nadir? Non, mais c'est plus qu'important, c'est nécessaire pour l'équilibre de la personne en termes de culture générale, d'émancipation. C'est tout un ensemble. Donc, et même religieusement, l'islam ou la religion ou les religions, c'est pas simplement une matière qui est simplement dans un registre. C'est un tout. Ouais. Et ça parle de l'art, de la culture. Ça peut être aussi du sport, du bien-être, l'alimentation, l'écologie, l'économie. C'est universel. Donc, tout est lié. Après. C'est une question d'équilibre. Donc quand tu as des gens comme ça qui pensent être des religieux et qui viennent interdire des festivals à cause des nuisances pour la religion, c'est des gens qui connaissent pas leur religion. Je les invite à... Ils arrivent en force et puis ils s'installent et ils font un appel à la prière sur ce qui s'est passé à Ouargla. Hein. Oui, bon après c'est à la police d'intervenir. Hein. C'est pas parce que c'est des religieux qui sont exemptés de tout. Hein. Donc la police doit faire son travail. Et donc, mais je pense qu'il y a la peur aussi. Il y a la peur de l'époque. Hein. Il y a la peur de l'époque où il y a eu les années noires. Avant les années noires, justement, ça a commencé comme ça. Donc c'est pour ça que les personnes, à mon avis, elles veulent annuler. Elles se disent, on a déjà un antécédent au niveau de. Ouais, ils ont pas envie de prendre de risques. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'hier, Fares nous en parlait. Des militaires algériens qui ont été tués et des terroristes également. L'armée algérienne qui reste pour le coup vaillante et qui est sans pitié. Pour le coup avec les terroristes, et elle en a payé de sa vie, en tout cas de 4 militaires, bon 4 et 7 selon les chiffres, militaires algériens qui sont morts hier, donc à Skikda. 01 40 33 9000 pour nous appeler évidemment pour évoquer donc ces différents sujets que l'on vous propose. Alors pour Bouba et Karis, 11 personnes ont été interpellées, c'est ce qu'on vient de nous dire. Oui, c'est une petite bagarre. Voilà. C'est une petite bagarre entre les deux clans en fait, voilà. Donc ils ont quand même fermé un aéroport à Orly à cause de cette altercation. Il y a des vidéos là sur le net. Hein. Ah oui. Non, on les voit là. On les voit là. Ça tourne. Moi, c'est toujours pareil. C'est pathétique. Est-ce que ça se tape vraiment ou ça se tape Si, c'est une petite bagarre générale parce que chacun a son petit clan. Donc là, tu le vois sur les vidéos, ça commence tous les deux et puis chacun ils ont 3-4 gars avec eux. Voilà, et du coup, ça se tape entre eux. Franchement, c'est honteux. C'est toujours pareil. C'est des gens qui ont un certain âge. Je pense que la plupart aussi ont des enfants. Oui, exactement. Donc franchement. Bouba le premier. Ouais. Donc franchement, c'est honteux. Ouais. Ça fait pas avancer la cause des quartiers en tout cas. Voilà. Allez, 01 40 33 9000. On parle aussi bien donc de cette question du jour, à savoir donc les Émirats Arabes Unis, la Tunisie, qui ont accepté de perdre quelques combats pour ne pas laisser flotter le drapeau israélien. Est-ce que vous saluez ce geste? L'Algérie et quelques festivals annulés, pas des moindres quand même, le festival d'Oran qui est un gros festival prévu depuis longtemps. C'était Oran, capitale de la culture méditerranéenne, quand même c'était un gros truc qui durait 10 jours avec beaucoup de célébrités et beaucoup de pays représentés. Nawel Madani, elle est là-bas du coup. Ah, je sais pas. Ouais, si. Donc plusieurs festivals annulés à cause de ce qui s'est passé donc à Ouargla, à savoir des islamistes qui sont venus et qui ont commencé à faire un appel à la prière en plein concert pour dénoncer la culture. Nous en voulons pas, nous voulons du travail. C'était un petit peu le mot d'ordre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Oui, ouais, c'est Mehdi de Créteil, Christophe. Bonsoir, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. On t'écoute, Mehdi, sur quel sujet tu souhaites intervenir, Mehdi? Juste, moi, parce que j'ai des informations au niveau de ce qui s'est passé sur Ouargla. Oui. En fait, c'est pas des islamistes, en fait, c'est les habitants de Ouargla qui en ont marre. En fait, tu sais que la plupart des gens de Ouargla ne bossent pas, parce qu'à côté, il y a une base qui s'appelle Hassim Saoud. Ouais. C'est une grande base de pétrole-gaz. Ouais. Il y a aucun gars qui habite à Ouargla qui travaille à cette base. Ouais. Donc les gens ils sont venus à Ouargla juste pour un peu manifester le chômage, les coupures d'eau plutôt à Ouargla, les coupures d'électricité. Donc c'est les islamistes, moi des sources un peu officielles, c'est pas les islamistes, en fait c'est les gens qui habitent à Ouargla. En Algérie c'est tous la spécialité, on a tous des sources officielles, hein, c'est extraordinaire. C'est le pays où on est tous au courant de ce qui se passe. Ça fait 8 ans, bout de fleur, il est mort. Oui, ça fait plusieurs années qu'on annonce. Oui, non, bien sûr qu'il est toujours vivant. Non, la momie est toujours là. Le Bouteflika est toujours vivant, mais ça fait combien d'années qu'on dit qu'il est mort, etc. Les rumeurs, les machins. Moi je le soutiens, Boutef. Hein. Oui, bah c'est ton moi je soutiens. Non, moi je dis une chose, moi Boutef, ce qu'il a fait pour l'Algérie, moi je soutiens parce que moi j'ai vécu en Algérie pendant 23 ans. Dans la décennie noire, moi j'ai fait mon armée de service militaire à Blida, donc je sais de quoi je parle. Quand on se déplace d'Oran, parce que moi je suis de Mostaganem. Si on se déplace d'Oran vers Mostaganem à partir de 15h, on peut pas se déplacer parce que à l'époque il y avait les faux barrages, tout ça. Donc maintenant Bouteflika qui a fait comme les logements, la sécurité, tout ça, il a beaucoup fait.
Maintenant, c'est pas lui qui décide. Il y a le clan des généraux, les généraux de l'Est, les généraux de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses. En plus, c'est pas ça. Maintenant, ils sont en train de virer tout le monde. La DGSE, les ah oui, non, mais un gros ménage qui se prépare en vue de l'élection 2019. Ça, la bagarre a commencé entre les deux clans. Ça, pour le coup, il semble d'ailleurs que l'armée reprenne un peu du pouvoir pour le coup. On verra ce que ça va donner avec quelques quand même personnalités comme Ouiria qui demande à Bouteflika de faire un nouveau sacrifice pour un 5e mandat. Ça quand même paraît hallucinant. Quand même, l'Algérie qui est un grand pays, un beau pays. Quoi que l'on pense de Bouteflika, cher Nadir, il y a un moment, il faut arrêter. Il est malade, faut le laisser tranquille, quoi. Je pense qu'il y a quand même d'autres personnalités dans ce pays qui sont capables de prendre ce poste et d'être président plutôt que d'avoir quelqu'un qui est malade, handicapé et pratiquement qui n'arrive plus à parler. C'est l'image que nous ont envoyée au monde, quand même, non? Enfin, je sais pas. Hein. Moi, je dis ça. Oui, non, mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait ou pas fait. Hein. De faire revenir un ancien Premier ministre qui s'appelle Belkadem. Qui va reprendre le pays? Parce qu'aujourd'hui, comme je te disais la dernière fois dans une autre émission, il y a l'aspect algérien, mais il y a aussi l'aspect international. L'Algérie, c'est quand même un pays stratégique pour les gens qui suivent un petit peu la situation. Donc il y a beaucoup de personnes et de pays qui aimeraient que l'Algérie revienne aux mains de certains pantins. Et que l'Algérie soit plus maniable qu'elle l'est aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on a le souci de la corruption des généraux, mais pas que des généraux, de certains lobbies en Algérie. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver, d'une part, un homme qui a un vrai charisme, et aussi, il faut que les Algériens comprennent qu'un pays, ça se gouverne pas tout seul, quoi. Les corruptions. Alors la corruption, je vais vous dire, moi je sais la corruption. Alors les corruptions. Les habitants sont en premier à en bénéficier. Hein. Parce que quand vous allez au bled, vous échangez votre argent comment? Vous l'échangez pas au noir, votre argent? Moi, je te cache pas, je le change Joker. Enfin, je le fais rentrer à la banque. Bah oui, non mais 48 heures. Après, je le retire et je le change à l'extérieur. Non mais ça va, il faut être un minimum sincère. La corruption, on la dénonce, mais on la pratique aussi. D'accord? Donc, oui, mais en même temps, là-bas, si tu ne pratiques pas la corruption, c'est pas normal. Tu vas te noyer, tu vas te faire bouffer. Oui, c'est un peu comme en voiture. Si tu t'arrêtes au feu rouge, tu vas te faire klaxonner. Non, tu vas te faire écraser. Écraser. Non, parce qu'au vert, tu te fais klaxonner. Voilà. Au rouge, tu te fais écraser. Ouais, c'est ça. En fait, tu nous pousses à faire ça. Par exemple, si tu vas en Algérie, tu fais rentrer 100 € dans une banque, la banque, elle va te donner 12 000 dinars pour 100 €. Mais si tu changes à l'extérieur, ça va donner 22 000 dinars 300 maintenant. 22 000. C'est le double. 20, 22, ouais. Merci à toi en tout cas pour ton appel et à très bientôt. Tout le monde. Merci. Salut. Vous continuez à nous appeler 01 40 33 9000. On est bien. Nous, il y a du thé, il y a des fruits, il y a Maïssa Leroy, il y a Nadir Kaya, il y a même la petite Bayenne qui est là. Qui se fait entendre et elle a raison, elle a des choses à dire. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h le LGF. Le LGF, le grand forum avec Nadir Kaya, avec Maïssa Leroy et avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, et plusieurs sujets donc sur la table, notamment cette question du jour. Alors on va vous redonner les résultats bien sûr par rapport au fait que on salue ce geste, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, le fait de ne pas combattre, on parle de compétition de judo, pour ce qui est de la Tunisie et de l'Émirat Arabes Unis par exemple, de refuser de combattre contre des Israéliens, de refuser à ce que le drapeau israélien apparaissent. Du coup, on renonce et on perd par conséquent. Vous êtes 90% à saluer ce geste sur Facebook, 86% sur Twitter. Vous continuez de voter France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, bien sûr. Et puis on parle aussi donc de l'Algérie avec ces festivals annulés, quand même pas mal de festivals annulés cet été, puisque apparemment, alors selon les informations de certains, il y aurait donc des gens qui empêcheraient donc la tenue des festivals pour bien reprocher finalement au Wilaya de mettre plus d'argent dans le travail et de faire en sorte que les gens puissent travailler plutôt que qu'ils puissent se divertir. Un petit peu c'est l'opposition donc qui est en train d'orchestrer tout cela. Bien sûr, on en reparle avec vous 01 40 33 9000. Et puis on vous rappelle ces informations là qui viennent de tomber tout à l'heure, c'est les deux rappeurs Karis et Booba qui se sont affrontés. On voit les vidéos d'ailleurs un peu partout sur les réseaux sociaux dans l'aéroport d'Orly. Un aérogare a été fermé et 13 interpellations. Donc on voit des gens en train de se battre tout simplement. Alors à se demander d'ailleurs s'ils n'ont pas des albums respectifs à sortir bientôt ces deux-là. Ça me serait pas étonnant finalement. Quoique ça a l'air de bien se taper, hein, Nadir. Hein, ça se tape bien. Ouais. Apparemment c'est l'aéroport d'Orly. Hein. C'est pas Roissy, c'est Orly. C'est Orly, oui. Orly. Ils se battent devant des enfants, des femmes, devant des familles.
Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est stupide et ça va pas nous aider à faire avancer la cause des quartiers. La fachosphère s'en donne à cœur joie là, hein. Ça y va. Ah, oui. Ah bah pour eux c'est du pain béni. Du pain béni, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir, ton prénom? Mohamed Sahraoui. Mohamed Sahraoui, comment ça va Mohamed? Ça va très bien. Moi, bon, je vous écoute souvent. Tu nous appelles d'où Mohamed? Et je vous appelle de Paris. De Paris. Alors, qu'est-ce qui te fait réagir Mohamed? Alors écoutez, qu'est-ce qui me fait réagir? Parce que moi je suis du Sud. Donc vous parlez, je vous ai entendu de vous parler du Sud. Les gens, par exemple, ils ont voulu saboter la culture parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, le Sahara, le Sud, il est très déshérité de tout. Les autoroutes, le transport, le travail, les logements, l'eau, l'électricité, j'en passe. Franchement, l'Algérie, tout ce qui c'est à l'intérêt, tirer le gaz, le pétrole, Air Algérie, et le reste, ils n'en ont rien à foutre. On peut crever. Mettez ça dans vos têtes. L'Algérie, c'est autre chose. Leur politique, je ne sais pas, j'ai rien compris. Chaque fois que je vais, moi je pleure. Parce qu'avec toutes les richesses qu'on a, avec toutes les intellectuels qu'on a, avec tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui marche. Il y a toujours les mêmes qui profitent du profit, etc., etc. Et j'en passe. Donc c'est pour cela que je vous ai appelé, parce qu'on se fatigue. Chaque fois on parle de l'Algérie, d'Algérie, ceci, cela. Écoutez, c'est une bombe. Pas possible. Mohamed, vous êtes d'où vous? Moi je suis du Sud. Du Sud, d'accord. Nadir, peut-être à répondre à quelque chose à Mohamed? Non, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est focalisé en Algérie par rapport aux ressources pétrolières et celles du gaz. Mais c'est vrai que l'Algérie c'est un tout. Après c'est toujours pareil, comme pour la France aujourd'hui quand on critique un peu les actions du gouvernement. Moi je suis d'avis à sensibiliser les citoyens, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on a un gouvernement, un président, des ministres qu'il faut croire ou faut tout attendre de ces gens-là. Un pays il appartient à tous ses habitants. Eux ont une responsabilité politique, mais les citoyens ont la responsabilité d'être citoyens actifs et attentifs à ce qui se passe. Après c'est vrai. Oui, vas-y, Nadir. Après, c'est vrai qu'on a des mauvaises habitudes en Algérie, comme en France, comme ailleurs. Il n'y a pas de pays parfait. Il y a aucun pays qui peut se targuer d'être un exemple pour le monde. Mais les Algériens doivent prendre part à l'action qui a mené en Algérie et sur tous les points de vue, pas simplement d'un point de vue politique. L'Algérie, c'est quand même essentiellement un pays confession musulmane. Et moi, en tant qu'Algérien, en tant que musulman, ce qui me désole aussi, c'est, on parlait tout à l'heure d'écologie, on parlait d'hygiène, il y a le problème de l'éducation. On peut parler de la corruption, mais il y a aussi l'éducation. Comment un pays musulman comme l'Algérie et d'autres, que ce soit le Maroc, la Tunisie, peuvent laisser un pays dans un état tel qu'il est, hein, quand on voit les déchets, le comportement des uns et des autres. Il y a tellement à faire dans ces pays-là, mais bon, après il y a aussi le poids de l'histoire et de la colonisation qui est passée par là. Donc ça peut expliquer certaines choses, mais ça n'explique pas tout et ça n'excuse pas tout. Ça fait 70 ans qu'on est indépendant, te répond Mohamed. Ouais, mais 70 ans comparé à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Mais moi, ce qui me touche le plus. On est quoi? Mais franchement, dites-moi, on est quoi? Ces gens-là, les dirigeants, ils voyagent. Ils voient. Ils ont été à l'école, leurs enfants, ils sont où? Moi, je les vois ici. Là-dessus, il n'y a pas de débat, on peut les critiquer, les hommes politiques, et il faut le faire. Non, mais c'est pas une question de critique, c'est une question de principe. Sinon, il faut qu'on se réveille un petit peu. Ce pays-là, il faut qu'il se lève, qu'il travaille, que ça soit la population, que ça soit les gouvernants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis du Sud. Je sais ce que c'est la richesse algérienne. Mais c'est vrai. Les gens, moi j'ai des cousins, ils sont ingénieurs, mais ils ne travaillent pas dans le truc pétrole. Ils ne travaillent pas, il n'y a pas de travail. C'est toujours les gens du Nord. J'ai rien contre, c'est des Algériens comme les autres. Mais quand même, il faut pas une parité, il faut faire un quota. Au moins. C'est trop, quand c'est trop. Alors je vous parle pas. Moi j'arrive à Alger, par exemple, aujourd'hui, donc je suis obligé de dormir dans l'aéroport parce que j'ai pas d'avion. Et le lendemain, et encore, c'est le pilote et le but. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde commande, on ne sait pas qui c'est qui commande. Moi, je ne comprends rien. Merci Mohamed. Oui. Merci Mohamed. Bon, il y a pas mal de choses à faire, c'est vrai. Mais il y a aussi ce comportement des gens. Moi, on me disait, en Algérie, les gens, ils veulent pas travailler non plus. Ils veulent des gros salaires tout de suite. Non mais Christophe, il y a de tout. Après, voilà, il y a de tout. Il faut pas qu'on généralise et qu'on s'appuie sur des clichés ou des préjugés. Après, il y a de tout.
c'est toujours pareil pour l'Algérie. Comment expliquer, par exemple, j'ai vu un sondage passer il y a pas longtemps que 84% de la jeunesse algérienne souhaite partir. Ah mais ça on peut le comprendre, si c'est des chiffres qui sont vrais, on peut le comprendre parce qu'il y a des choses qui donnent l'impression que l'Algérie n'avance pas. Mais c'est pour ça que les premiers responsables entre guillemets sont le peuple algérien, parce que il faut pas tout attendre des hommes politiques, c'est trop facile. C'est des gens qui ont été mis en place par le pouvoir par rapport à des élections. Il y a un moment donné quand ça va pas, il faut le dire. Après il y a la façon de le dire, mais il y a aussi le travail au quotidien, le comportement des Algériens au quotidien. Une société, elle se change pas du jour au lendemain. Bien sûr. Il y a le problème de l'éducation, il y a la prise de conscience. C'est bien beau d'avoir du nationalisme, d'avoir une certaine fierté, mais une fierté... Le NIF. Ouais, mais bon, voilà, on est tous fiers d'être algériens, tout le monde est fier de ce qu'il est, entre guillemets. Bien sûr. Mais la fierté... Si, j'ai vu. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas une vidéo. Je captais tout de suite. Ouais, tout de suite, t'as vu. Les gens verraient que notre t-shirt est super beau. Maïssa, ce dont on évoque avec les auditeurs, on sait quand on parle d'Algérie, ça y est, le standard explose, et effectivement, tout le monde a envie de s'exprimer, sur tout ça, finalement, sur ces choses qui vont pas, sur ce pays qui est finalement assez jeune, quand même, 70 ans, c'est jeune. Ben, c'est rien du tout, mais surtout... Et surtout quand on sait que le pays est passé quand même par des... Il y a Benabi qui disait que, en fait, la colonie, c'est pas... elle part pas à partir du moment où les gens partent, les colons partent. La colonie, elle est instaurée encore pendant des siècles. C'est-à-dire à partir du moment où la langue, c'est la langue française, où il y a la télévision française qui, pendant des années, influençait tout le pays. En fait, il y a encore une influence. En plus, maintenant, il y a la mondialisation. Donc, est-ce que vraiment l'Algérie va redevenir l'Algérie d'antan comme en parle le monsieur? C'est pas possible, en fait. Faut s'y faire. Je pense qu'il faut faire une mise à jour, en fait. Faut tout reprendre à zéro et se dire, ok, on a quoi comme patrimoine? Qu'est-ce qu'on a comme richesse? Qu'est-ce qu'on peut, comme patrimoine, je parle de patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on a comme bagage culturel, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça en fait, et pour pouvoir justement relever le pays à tous les niveaux, et qu'il y ait plus de chômage, et qu'il y ait plus de travail, et qu'il y ait moins de corruption, et qu'il y ait moins de fainéantise aussi, parce que il y a ce truc là qui est extraordinaire en Algérie, et j'aimerais bien que les auditeurs me disent s'ils sont d'accord avec ça ou pas. C'est moi, je suis épatée par le fait qu'ils ne travaillent pas, mais ils arrivent à se marier, ils arrivent à se loger, ils arrivent à faire des cadeaux, ils arrivent à partir en vacances, alors que aucun, par exemple, des deux du foyer travaille. Ouais, après, il y a les combines de la rue, ce qu'on appelle les combines de la rue fil bled. Oui, t'as la bendo. Ouais, il y a pas que ça, l'argent facile, faire du business comme ils font tous. C'est des choses qu'on peut dénoncer, comme on peut dénoncer dans les quartiers aussi, c'est l'argent facile. Non, mais ce qui est important pour l'Algérie, c'est sa jeunesse aussi. Parce qu'un pays qui se vide de sa jeunesse n'a pas d'avenir. Ça, c'est connu. Donc, l'Algérie, maintenant, faut qu'elle se pose les bonnes questions. Comment garder sa jeunesse? Mais pour garder sa jeunesse, il faut lui donner de l'espoir. Il faut lui donner l'envie de rester. Mais ça passe aussi par l'exemplarité des hommes politiques. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il faut pas tout attendre des politiciens. Parce que même si certains essayent de faire le maximum, il y a aussi une réalité qui est violente. Là, on a parlé de la colonisation. La colonisation par rapport à l'Algérie, quand on essaie de regarder un petit peu les choses d'un point de vue historique, on peut pas comparer l'Algérie avec le Maroc, la Tunisie. C'est les protectorats, c'était pas c'était pas la même façon de coloniser ces pays. Exactement. Alors que l'Algérie, il y a eu un travail de ça, de déracinement des Algériens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'Algériens, même nous, les Algériens de l'étranger, on connaît pas bien notre pays parce qu'il y a eu ce travail. La colonisation, c'est quelque chose de violent parce que ça se fait sur des années et des années, et c'est hyper violent parce que ça touche toutes les couches d'un pays. Ouais. Au niveau de la culture, de l'art, de l'histoire, de sa religion, et ainsi de suite. Donc après, pour se construire un avenir, il faut déjà avoir des bonnes bases. Mais les bases de l'Algérie, elles sont sableuses. Voilà. Elles sont sableuses parce que les Algériens, je dirais pour des gens comme nous, pour le peuple, on n'est pas censé connaître de l'Algérie, mais c'est pas suffisant. Après, il faut aussi s'engager. Puis il y a aussi les déracinés, ce qu'on est nous, ça veut dire on se sent algérien, mais on n'apporte pas vraiment grand chose à l'Algérie en soi. Et puis on voit l'attitude du gouvernement algérien avec les ressortissants algériens de l'étranger. Oui, il y a aussi cette discrimination, c'est aussi une réalité. Autant en France où moi j'ai eu du mal à une époque à me sentir français, maintenant je me sens français pleinement, mais vis-à-vis de l'Algérie, il y a aussi ce comportement de discrimination que les autorités algériennes ont avec les Algériens de l'étranger, et ça on le ressent aussi. Là aussi il y a aussi un travail à faire, parce que du côté de la France, notamment des Algériens et de la diaspora algérienne, il y a aussi un potentiel qui peut servir aussi à l'Algérie. Vos appels au 01 40 33 9000, beaucoup de monde, je vous le cache pas. Samy de Champigny, salut Samy. Ouais, salut Christophe. Qu'est-ce qui se passe Samy? Oui, on t'écoute. Ouais, tu m'entends? Ouais, faut pas trop parler des généraux algériens. Moi, j'ai de la famille dedans, donc faut faire très attention. C'est des gens, ils sont très dangereux. Hein. Faut pas trop parler parce que c'est des gens, faut faire gaffe à eux. Hein. Faut pas trop parler en mal sur eux.
ils ont nos noms et tout, donc faut faire très attention. Après, vous pourrez plus rentrer en Algérie. Hein. C'est dangereux là-bas. Hein. Ouais, ça va, bon, risque rien. Faut dire que les généraux, faut dire ils sont gentils et tout, on les respecte parce que l'Algérie, on rigole pas là-bas. Attention, c'est pas comme la France. Hein. Déjà, je dis aux gens, faites attention à ce que vous dites sur les généraux algériens. Hein. Ils sont très très dangereux. Hein. Moi, si je peux me permettre, ce discours, il passe pas avec moi parce que j'ai aussi de la famille chez les militaires. Non, mais c'est un discours que je veux pas entendre, hein, si je peux me permettre, avec tout le respect. Hein. Vas-y. Moi, ce que je veux faire attention, c'est faire attention à l'avenir de nos enfants. Donc, quand je dis les généraux, je parle des généraux. J'ai parlé aussi de certains hommes politiques. Je parle aussi surtout des Algériens. Moi, je mets surtout en avant les Algériens. Après, les généraux, je pense pas qu'ils soient tous corrompus. Ils appartiennent peut-être tous à un système qui peut l'être. Mais ça veut pas dire qu'ils le sont tous. Après, faire attention, pourquoi par rapport à des menaces. Moi, je suis croyant, je suis musulman, je crains Dieu. Je peux craindre aussi le comportement de certains hommes, mais ce discours-là, faites attention. Non, moi, il passe pas chez moi. On est aussi issus des quartiers populaires. Et à un moment donné, on a des enfants. Moi, j'ai des enfants. Je suis responsable vis-à-vis de Dieu par rapport à mes enfants. L'histoire des généraux, moi, franchement, ce discours, il passe pas. Hein. Ouais, puis là, on est en train de donner une image de l'Algérie qui ne l'est pas en plus. Tu vois. Mais l'Algérie se résume pas à ces gens-là. Autant une police secrète étrangère existait. Pour d'autres pays frontaliers à l'Algérie sous un temps encore pas si lointain, autant pour l'Algérie j'ai jamais eu connaissance de cela moi. Aujourd'hui, même en Algérie, les polices secrètes, tu peux quand même, t'as une liberté d'expression, tu peux dire, tu peux parler quand même politiquement parlant. Il y a d'autres pays, tu peux pas parler. Voilà. C'est sûr que l'Algérie, par rapport à certains pays arabes, il y a un peu plus de démocratie. J'ai mis un peu plus de démocratie parce que la vraie démocratie, elle n'existe pas. Hein. Oui, on le voit bien en France. Ça s'exprime quand même en Algérie, dans les cafés, etc. Il y a un peu plus de liberté que dans d'autres pays arabes. Ouais. Donc Samy, bon, on revoit tes classiques là. Samy, t'es général, non? Je sais pas ce qu'il est. Ahmed. Oui, bonjour. Bonjour Ahmed, il nous appelle d'où, de Metz, mais je crois Ahmed, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Ahmed. Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Moi, je suis algérien et ça m'intéresse le sujet. Ah bah ça c'est très bien. Alors dites-nous quelle est la solution finalement, parce qu'au-delà de ce que l'on évoque aujourd'hui, au départ avant qu'on parle de la solution, on parle de problème. Oui, bah, d'accord, oui. Il faut régler les problèmes avant la solution. Si on ne sait pas la solution, on peut pas régler le problème. Alors les problèmes, ils sont nombreux. C'est quoi les problèmes que vous avez recensés? Le problème, par exemple, quand vous parlez de sud en Algérie, à mon avis, il reste toujours mon point de vue, que la France, qu'on a quitté l'Algérie, elle voulait garder le Sud. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voyez l'histoire, si vous lisez l'histoire... Ahmed? On l'a perdu, Ahmed. Et c'est la France derrière. Oui. Il a fait la continuité de l'histoire. Ça veut dire, il n'a pas investi dans le Sud parce que pour que personne n'habite dans le Sud. Et le Sud, c'est que pour le pétrole et le gaz. Pourtant, il y a de l'eau. Il y a de l'eau énorme. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des exemples quand même assez frappants où, par exemple, dans certains villages, je sais plus exactement, il y a le gaz qui passe en dessous du village. Dans le village, il n'y a pas de gaz pour alimenter l'Europe, notamment. Oui, mais le problème, le gaz... Il y a certains villages en Algérie où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz. Mais imaginez le pétrole, il y avait une crise de pétrole, ils avaient rien à nourrir le peuple. Vous trouvez ça, c'est normal? Alors on a plusieurs choix. Ouais. Alors c'est vrai que voilà, il y a une richesse quand même. Il y a toutes les ressources. Il y a toutes les ressources pour faire évoluer le pays. L'Algérie, un jour, elle ouvre les portes de tourisme. Bah ça a commencé, figurez-vous, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans le zapping. Non, juste blabla. Moi, je suis algérien. Oui, bah. Parce que le régime là, il veut juste faire blablabla pour faire croire que le monde qui est en train de travailler, mais lui, il suit les instructions de la France. Bon, merci de votre appel. On peut pas dire ça comme ça quand même. Écoute, c'est son avis, je sais pas moi. Le Chab aussi, il fait du blabla aussi, hein, le Chab algérien. Nabil, salut Nabil. Oui. Bonjour. Bonjour Nabil, nous appelle d'où Nabil? De Vitrolles. De Vitrolles, on est à côté de Marseille, ça, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Bonsoir Nabil. Oui, très bien. Vous êtes comptable, vous, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, je me souviens, vous avez vu un peu. Ouais, bonne mémoire, c'est vrai. Ouais. En même temps, les comptables, hein, on les repère de très loin. On peut en avoir besoin en ce moment, tiens. Allez, vas-y, on t'écoute Nabil. Alors moi, je vous appelle, je vous écoute depuis tout à l'heure parler de l'Algérie. Moi, c'est très bien. Moi, je suis d'origine marocaine. Et ce que je remarque ces temps-ci, et de plus en plus, c'est le rapprochement qu'il y a entre les deux pays, entre le Maroc et l'Algérie. Et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir, parce que c'est en étant rassemblés qu'on sera plus fort. Et tous les discours que j'entends actuellement entre les Algériens et les Marocains, ça me conforte dans le fait où c'est des pays frères et ça se ressent de plus en plus.
Oui, c'est vrai, il y a ce rapprochement qui s'opère, notamment au travers de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Je pense que d'ailleurs l'Algérie a reproposé un projet commun pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 entre l'Algérie et le Maroc, Tunisie. Ce serait formidable, ça. Mais est-ce que ça va se faire? C'est ça le problème. Est-ce que ça va se faire? Je l'espère. Le souci, il dépasse l'aspect sportif aussi, parce que il est politique. Ouais. Il est politique. Il est politique, mais c'est eux qui ont la clé. Il doit se mettre à l'heure de la mondialisation. Oui. Ça fait longtemps qu'on aspire. C'est quand même pas normal que ces frontières soient fermées, quoi, je veux dire. Ah oui, mais ça c'est. T'as deux peuples qui sont pour la plupart très unis. D'ailleurs, il y a beaucoup de mariages entre Marocains et Algériens. Pour aller voir les familles, c'est un vrai bazar. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un vrai problème lié aussi à une certaine histoire entre l'Algérie et le Maroc. Ils sont fermés depuis 94. Mais c'est vrai que les peuples, que ce soit pour le Maghreb, aspirent à s'unir, parce que de toute façon, il y a aussi un défi au niveau de la mondialisation. Et c'est dommage parce que ces pays ont énormément de ressources et sont dans l'incapacité de s'unir et de relever le défi de la mondialisation. Parce que comme le disait justement le monsieur, ces pays doivent s'unir pour tout un ensemble de raisons, historiques dans un premier temps, et aussi de culture, parce que même s'il y a des nuances et des différences entre ces 3 pays, même ces 5 pays, il y a quand même beaucoup plus. 5 pays au Maghreb, vous avez raison. Il y a quand même beaucoup plus de points communs que de désaccords. Après, les désaccords sont souvent politiques, mais c'est toujours pareil. Je pense que les peuples doivent pousser les politiques à cette union, parce que il y a une marche elle nous porte préjudice depuis des années. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ça, si on a envie effectivement d'écouter le peuple parler, qui s'exprime, quand on dit voilà, on est des peuples frères, etc., machin, le politique, c'est lui qui a la clé de la réussite du truc. C'est-à-dire que demain, il décide de dire bon, ça suffit, maintenant on arrête nos conneries, on essaye de régler nos problèmes en façade, on réouvre la frontière. Voilà, et après on pourra éventuellement parler de Maghreb uni. Moi, tous ceux qui parlent de Maghreb uni, j'ai envie de vous dire, vous êtes des utopistes, les gars. Tant qu'on n'a pas réglé les vrais problèmes, on peut pas parler de Maghreb uni. Il est loin d'être uni. Comme tout ce qui a, tout ce qui dirige en fait le pays. Il faut qu'à un moment donné, on arrête de se cantonner juste à nos villes, parce que même en Algérie, tu vois, entre les villes, c'est un peu la guerre entre tu vois, l'Algérie, Alger, Oran, voilà, les wilayas, ouais. Et déjà s'unir à ce niveau-là, ensuite s'unir au reste, et ça c'est comme tu le dis, c'est clairement politique, c'est clairement les politiques qui ont la clé de ce problème-là. Ouais, alors c'est vrai que beaucoup disent oui, voilà, si on ouvre les frontières, il va y avoir du shit en Algérie. Il n'y a pas besoin d'une frontière, hein. Il y en a déjà plein, hein. Il y en a déjà plein du shit en Algérie. Hein, Nabil? Tout à fait. Il n'y a pas que du shit, il n'y a pas que du shit, il y a tout ce qui rentre. Mais il n'y a pas qu'en Algérie, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Si on reste là, si c'est la seule raison pour laquelle les frontières sont fermées, on est mal parti. Hein. Exactement. Bon, Nabil, vous partez en vacances ou pas? Bientôt, fin août. Ah, vous allez partir où, dites-nous? Ah, je reste dans le coin, moi, je vais du côté de Montpellier, hein. Je vais pas loin. Ah, sympa aussi Montpellier, le Gros du Roi. C'est ça, la Grande Motte, le Gros du Roi, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots. Ouais, très bien, très bien. Bon, bonnes vacances à vous en tout cas. Vous êtes en vacances toute l'année, vous d'abord là, à Vitrolles là-bas, hein. Bon, à bientôt Nabil, salut. 01 40 33 9 PD. Oui, dès qu'on parle d'Algérie, ça y est, ça le standard explose. Ah oui, non, tout le monde a son petit mot à dire sur l'Algérie. Ils ont leurs sources et tout, quoi. Ah oui, non mais l'Algérie c'est quand même, c'est une histoire à part, hein. C'est clair. Il faut le dire. Quand on parle des Marocains, des Tunisiens, ils sont beaucoup moins nombreux à prendre la parole. C'est une réalité, hein. Je ne suis pas en train de. Non mais moi je pense que c'est vraiment le fait que l'Algérie, l'Algérie, elle a pas eu le droit de se revendiquer en tant qu'Algérie pendant trop longtemps. Elle a été obligée de se revendiquer en tant qu'Algérie française. Et du coup, dès qu'on sort, c'est comme l'histoire des drapeaux. À l'époque, les gens, ils se faisaient emprisonner, tuer parce qu'ils sortaient leur drapeau en Algérie. Du coup, c'est devenu un bagage culturel de sortir son drapeau algérien. Celui qui les fabrique, il est millionnaire, hein, je crois. Tout le monde les fabrique, hein. Les Chinois, tout le monde. Hein. Mouloud. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Mouloud. Bonjour à tes invités. À Nadir, je voulais dire à Nadir, je t'ai suivi ce matin. Belle prestation. Tu l'as vu sur LCI, très bien. Partout où il est, je le suis. Ah ouais, un vrai fan, dis donc. Ouais, non, j'aime bien ses prestations. Il n'est pas là pour rien. Merci, c'est gentil. Super. Ouais, voilà. Sinon, ça m'a fait plaisir, hein, le discours de Nabil, là. Oui. Je pense, je suis algérien, moi. Je pense exactement la même chose. Je pense qu'au niveau des peuples, il n'y a aucun problème. C'est là où ça se passe, au niveau des gouvernants. Sinon, au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. On est frères. Hein. Et moi, je suis comme j'avais dit, Christophe, moi, je suis de l'extrême ouest, du plus loin que Marnia, à la frontière marocaine. Et moi, je voudrais bien que ça s'ouvre et que ça soit comme avant. Mouloud, est-ce que c'est vrai que finalement, même si elles sont fermées, on arrive quand même à passer? Bien sûr, il y a Tariq el-Wahda, on dit.
Ça se passe comment alors? Tu passes, il y a des mecs qui font simplement, c'est dangereux quoi. Ah oui. Ah oui, c'est dangereux. Hein. Si tu te fais piquer, il y a le poste de Jauge Bral. Ouais. Je sais pas si tu connais Nadir Jauge Bral. D'ailleurs, on m'a annoncé le nom à l'époque. Je croyais que c'était une plaisanterie. Ouais. C'est le poste frontière qui est tout là-haut là pour aller vers Ahfir. Ouais, il surplombe là. Ouais. Voilà. Sinon, ce que je voulais, une petite rectification, Christophe. Oui, l'Algérie, ça fait 56 ans qu'elle est indépendante et non pas 70 ans. Oui, t'as raison. Donc il y a quand même 20 ans de différence. Oui, 56 Donc ans. ça joue, 70, c'est 56 ans exactement. Oui, 70. En 62. Ouais. Quand ils disent, Tu as bien fait de bien joué, Mouloud. Sinon, ce que je voulais dire, je voulais revenir au festival, Christophe. Oui. Moi, ça me rappelle des années sombres à l'époque. Ah oui. Il faut se souvenir quand même que si c'est eux qui ont fait ça, les premiers ennemis des islamistes, c'est la culture. Hein. C'est vrai. Parce qu'il faut se souvenir, ils ont assassiné Abdelkader Al-Loula. Ouais. Vous vous souvenez, le directeur national du théâtre d'Oran. Oui. Saïd Mekbel, le directeur du Matin. Tahar Jaout. Des centaines de journalistes, le professeur Boussepsi. Ouais. Tout ça, ils ont fait un massacre. Et il y avait eu un attentat à l'époque quand la presse était regroupée à Alger. Ils avaient mis une bombe à l'endroit où c'était tous regroupés. Moi, j'oublie pas. Et je salue quand même le travail de l'armée algérienne. Heureusement qu'elle a une armée professionnelle, l'Algérie. Oui, tout à fait. Tu sais qu'ils viennent du monde entier pour les consulter, Christophe. Oui, bien sûr. Les experts américains, partout, ils viennent parce qu'ils ont acquis une expérience que beaucoup n'ont pas. D'ailleurs, les voisins aussi sont bien contents que l'Algérie soit dotée d'une armée professionnelle. J'en ai peut-être pas parlé, à la frontière tunisienne, dans les monts Chabi, il y a eu 17 membres de la garde républicaine tunisienne qui ont été tués la semaine dernière et 9 autres la semaine d'avant. Ouais. Donc le poison, il est partout, quoi. Et bien sûr. Voilà. Et à mon avis, les festivals, moi, ce qui se passe, Christophe, à mon avis, les autorités. Et j'ai oublié Cheb Hasni. Oui, Cheb Hasni. Cheb Hasni et tous les Cheb, un peu moins connus, qui ont été assassinés à l'époque. Absolument. Ouais, moi, ça me rappelle. Tu te souviens de Goebbels? C'est un peu le même régime. Moi, je fais la comparaison. Quand tu disais, il avait la phrase célèbre qui disait: quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Tu te souviens? Oui. Merci Mouloud pour ton appel. Et c'est vrai, quand on se remémore. Voilà, merci beaucoup. Remémore. Tout ça, ça a quand même été une sacrée période. Mais alors. Oui. Ça a marqué les Algériens. C'est clair que tout le monde a été concerné. Qui a aidé l'Algérie? C'est ça qui est extraordinaire. Personne n'a aidé. Non, mais l'Algérie avait cette politique aussi de s'autogérer par rapport à cette situation, parce que je me souviens des premiers temps, la France avait demandé à l'Algérie de venir l'aider. Et les Algériens, pour peut-être une question pas simplement de fierté, mais d'histoire, on peut le comprendre. D'histoire, on peut le comprendre. Après le résultat, on voit que l'Algérie a été en mesure de régler en très grande partie le phénomène, même si encore aujourd'hui il y a encore des résidus. C'est toujours pareil, quand c'est en interne, c'est toujours plus violent qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait suspicion dans toutes les familles. Oui, mais bon, faut voir la violence, à quel point ça a touché les Algériens jusqu'au plus profond. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des souvenirs aussi où j'allais pendant les événements. Vous avez connu, vous, cette période? Moi, je vivais là-bas. Ouais. Pendant cette période, je vivais là-bas. Pendant 2 ans, j'ai vécu là-bas. Mais je peux te dire que c'était... Écoute bien, en ce moment chez Domino's, si on prend 3 pizzas médium, elles sont à 6 € chacune. 6 € la pizza? Non, mais c'est pas vrai. Si. Mais alors j'y cours, j'y vole, j'y suis déjà. 6 € chacune, soit 18 € les 3 pizzas médium à emporter, hors pizza bon plan et signature, valable jusqu'au 12 août, conditions et Domino's participants sur dominos.fr. Vraiment choquée dans le sens où nous on mangeait de la viande une fois par semaine. On était une famille, on était nombreux parce que je vivais avec mon frère, etc. Donc on mangeait de la viande une fois par semaine dans les familles populaires, etc. Et quand je voyais là-bas que eux ils roulaient en Porsche, tu vois, c'est deux mondes. C'était choquant. Donc quand on parle des généraux, qui détournaient les thunes, etc. Moi j'ai vu, j'étais avec leurs enfants. Quand les généraux, mais il n'y a pas que les généraux, mais non, mais c'était une école de diplomates, généraux, tout ce qui était militaire. Je sais pas comment je me suis retrouvée là-bas, mais faut demander au piston de mon frère. Mais voilà. Et du coup, franchement, je les ai vus, j'ai côtoyé, j'ai vu qu'ils avaient des plages privées alors que c'était les années noires. J'ai vu que quand ils sortaient les badges, il n'y avait pas de couvre-feu, qu'ils passaient tous les barrages, qu'il n'y avait pas de problème. Ils vivaient, il y avait un monde dans un monde. Et c'était le peuple qui trinquait. Donc, et on est de retour très vite. On va essayer de changer un peu de sujet dans un instant. On va parler de drague. Ouais. Ça va être cool ça.
17h29, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum. En ce 1er août avec Nadir Kaya, avec Maïssa Leroy qui sont avec nous aujourd'hui, avis auditrices, auditeurs. Et on va changer de sujet si vous le voulez bien. Messieurs, dames, on sait qu'à chaque fois, c'est chacun qui veut s'exprimer pour essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Mais je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde a le même souhait, c'est que l'Algérie soit un pays qui est libre, ça c'est clair, mais qu'il se développe et qu'il puisse donner du travail à sa jeunesse, à sa population, et que chacune et chacun puisse aussi faire en sorte que ce pays change et se construise petit à petit. On rappelle quand même que ce pays a que 56 ans, ça fait pas beaucoup et ça fait beaucoup aussi à la fois, mais l'Algérie aussi a passé cette période noire qui a été quand même une parenthèse terrible donc dans le développement du pays. C'est plus de 10 ans de violence, 10 ans, voilà. Donc ça, voilà. Toutes les familles algériennes ont été concernées par les massacres, mine de rien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la plaie est profonde. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui aimeraient des puissances étrangères. Ils ont cette volonté de déstabiliser l'Algérie. On le sait, ça. Voilà. Mais le peuple algérien, lui, a été tellement marqué par cette période noire que il ne laissera pas faire. On peut avoir au moins cet espoir. On a confiance, oui. Oui, voilà. Zapping, tiens, on va faire un petit tour, revenir dans la politique des barbouzes. En France, hein, bah oui, il n'y a pas qu'en Algérie où il y a de la corruption, des barbouzes et compagnie, en France aussi. Et baroud d'honneur de l'opposition dans l'affaire Benalla, avant les vacances parlementaires, car eux aussi vont partir en vacances. Hein. 2 motions de censure qui, vous le savez, ont été déposées hier, l'une par le Parti des Républicains, l'autre par la gauche, ont été soumises au vote en fin d'après-midi hier. Sans surprise, évidemment, elles ont été rejetées toutes les deux. Elles avaient avant tout valeur de symbole. La République en marche ayant la majorité absolue à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à la tribune, le Premier ministre a dénoncé des motions de blocage pour ralentir l'action du gouvernement. Édouard Philippe a aussi profité de l'occasion pour remotiver sa majorité en lui fixant un cap pour la rentrée. Retour sur cette journée, pas comme les autres, on peut le dire, au Palais Bourbon. Depuis plus d'1 an, ils essuient les critiques les plus cinglantes. Une nouvelle fois, les députés de la majorité n'ont pas été épargnés. Le communiste André Chassaigne s'est exprimé. Écoutez. Ce qu'il y a de terrible dans votre refus de faire émerger la vérité, c'est qu'il fait de vous de simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne. Vous croyez marcher vers votre salut, mais vous courez vers votre servitude. Voilà, pour André Chassaigne, le communiste d'opposition à donc Hassen Sékou. Le Premier ministre, lui, Édouard Philippe, réplique. Il profite de l'occasion pour remobiliser donc une majorité, je disais tout à l'heure, fatiguée après 1 an au pouvoir et déroutée par l'affaire Benalla, il faut bien le dire. Je souhaite adresser à la majorité mes chaleureux remerciements pour sa force de proposition, sa ténacité et son soutien sans faille aux réformes ainsi engagées. Nous ne ralentirons pas, nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout de notre projet. Voilà, le Premier ministre, donc Édouard Philippe, Maïssa, Nadir, sur ces motions de censure, c'est quoi? C'est l'opposition qui a tenté de se refaire une petite, un petit succès pour le coup là, parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu en difficulté depuis l'arrivée d'En Marche, et ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'était symbolique, c'est quoi? Non, je pense que c'est du blabla politique. Oui, c'est surfer sur le truc, quoi. Quand on voit que les différentes oppositions se sont alliées, que ce soit l'extrême droite avec Marine Le Pen et les Insoumis, ça démontre que à ce niveau-là, ils étaient en capacité de s'unir parce que quelque part l'opposition n'existait plus et que l'affaire Benalla était une super opportunité pour faire croire aux Français qu'ils étaient encore là et qu'ils pouvaient nuire à Macron. Après, c'est le jeu politique, mais ce qui est navrant là-dedans, c'est que les semaines passent et qu'on n'attaque pas les vrais problèmes et les vraies attentes des Français et qu'on va remettre le doigt sur une affaire qui n'est pas une affaire nouvelle, parce que ça a toujours existé, les services un peu secrets, opaques dans les différents gouvernements. Donc l'affaire Benalla, au-delà du fait que le gars c'est un imbécile, ça nous rappelle simplement qu'il y a des services qui sont opaques et qui ont aucune visibilité. Ouais. Après, si ça doit remettre en question le fonctionnement de la Ve République, pourquoi pas? Si c'est pour donner une nouvelle République ou de nouvelles institutions qui puissent apporter vraiment des réponses aux problèmes des Français au quotidien, pourquoi pas? Mais bon, comme on l'avait déjà évoqué, moi je pense que c'est simplement une opportunité pour l'opposition de rappeler qu'ils sont là et qu'ils peuvent nuire fièrement ensemble à Macron. Bon, c'est sympa pour eux, mais bon, franchement, c'est du temps gaspillé. Du temps gaspillé, Maïssa? Oui.
Ouais. Clairement, oui. De toute façon, à chaque fois, on essaie de se faire de la récupération, on surfe en fonction des malfaits, en fait, des uns et des autres. C'est toujours pareil, de toute façon. Hein. C'est ça, c'est un jeu politique, donc là, ça sert à rien. Ouais. Et pendant ce temps-là, eh bien, sachez que le Sénat a rejeté en nouvelle lecture le projet de loi Asile-Immigration. Mais le texte controversé devrait être adopté définitivement ce mercredi, d'ailleurs par les députés. En cas de désaccord, c'est eux qui ont le dernier mot. Ce projet de loi, la députée Aïna Korik ne l'avait pas voté la semaine dernière. Elle est pourtant dans la majorité. Elle risquait donc de se faire exclure du groupe La République En Marche. Le bureau de son groupe parlementaire a finalement été clément. Elle écope d'un simple rappel au règlement. Aïna Korik salue cette décision et rappelle avoir voté contre le fond de la loi et non pas contre la majorité. C'est ce qu'elle a dit. Je me réjouis de la décision qui a été prise par le bureau du groupe parlementaire La République En Marche. Et bien évidemment, je remercie mes collègues qui ont fait preuve de beaucoup de soutien pendant ces derniers jours. C'est une question qu'on se pose. Quand on prend la décision de voter contre un texte porté par la majorité, par le gouvernement qu'on soutient, on peut toujours se poser la question lorsqu'on ne va pas dans le sens du groupe. Il y a nos convictions personnelles, il y a les intérêts d'un groupe politique qui porte un projet global. L'objectif est évidemment de ne pas l'affaiblir, parce que je n'ai pas souhaité voter contre mon groupe, mais j'ai souhaité voter pour mes convictions. Sur un sujet précis, j'ai souhaité alerter mon groupe sur le fait que je n'étais pas en phase, pas à l'aise avec la colonne vertébrale de ce texte, traitant de l'asile et de l'immigration dans le même texte, ce qui m'a poussé déjà à l'abstention en première lecture. Il y a eu le raccourcissement de délai de dépôt de demande d'asile, la rétention des mineurs, aujourd'hui aussi le droit du sol qu'on appelle communément à Mayotte. Ce sont quelques exemples qui ont émis toutes ces réserves que j'ai à l'égard de ce texte. On salue cette initiative donc de Aïna Korik qui a refusé, qui n'a pas voté, bien qu'elle fasse partie de la majorité, pardon. Est-ce que quand on fait partie de la majorité, on doit absolument voter aveuglement sur tout ce qui se passe, ou voilà, on a quelques refus et quelques moyens d'alerter, donc à l'image de cette députée dont ils font saluer son courage, non, je sais bien pas. Sûr, puisqu'elle a dit, elle a voté pour ses convictions et non contre son groupe. Donc ça, c'était vraiment bien dit, c'est exactement ça. Il y a quelque chose à laquelle elle croit. À la base, c'est ça, hein, quand les gens s'engagent politiquement, c'est qu'ils ont des convictions et ils sont plein de projets pour leurs compatriotes, et là c'est bien qu'elle ait pu aussi haut continuer à le faire. On peut la jouer collectif et en même temps émettre une certaine opinion, on va dire, dans un parti politique. Ouais, la preuve, elle a su le faire. Après, de savoir que son parti a été clément, franchement, ça me fait de la peine pour eux, parce que c'est une femme qui a des convictions. Le projet de loi pour elle n'est pas à la hauteur des aspirations et est plutôt néfaste pour les Français, les émigrants et tous ceux qui aspirent à vivre en paix dans un pays. Donc moi je lui dis bravo, je tire mon chapeau, parce que c'est une femme qui a du courage et qui va au-delà de l'opinion de son parti. S'il avait exclu, elle serait devenue une martyre. Hein. Ouais, je sais pas si elle serait devenue une martyre, mais moi je tire mon chapeau, parce que politiquement, quand on connaît un petit peu le jeu politique et la force et les pressions que peuvent mettre un gouvernement et une équipe comme ça, je tire mon chapeau, voilà. Alors hier il ne faisait pas bon, on en parlait tout à l'heure, il faisait pas bon être hier soir dans le métro parisien aux alentours de 20h10, dans le métro parisien sur la ligne 1, notamment pour ceux et celles qui étaient bloqués entre la station Saint-Paul et Bastille. Les passagers descendent sur les voies. Voilà, bloqués comme ça depuis 2 heures. Pour quitter enfin ce métro dont ils ont été prisonniers toute la soirée. 20h10 hier, un train tombe en panne entre les stations Saint-Paul et Bastille. L'incident paralyse le trafic. 8 rames et plusieurs centaines d'usagers se retrouvent bloqués. Le début de 2 heures interminables. Avec personne pour venir aider les gens. Donc les gens sont descendus sur les voies pour évacuer le train, parce qu'il fait 60 degrés dans la rame. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, donc forcément les gens à un moment donné ils descendent sur les voies pour sortir, parce qu'ils ne tiennent plus. Les dames d'abord s'il vous plaît. Dans la confusion et la tension parfois, l'évacuation des passagers s'achève à 22h30, plus de 2 heures après le début de la panne. Non, j'ai dit on descend par la première porte. Et là vous voyez les gens attendre, vous descendez par ici. Oui, comme les autres, comme tout le monde. Non. 150 agents de la RATP ainsi qu'une quarantaine de pompiers ont été déployés pour prendre en charge les voyageurs. 5 passagers ont été victimes de malaise, indisposés par la chaleur à l'intérieur des rames. Dans ce tweet, la RATP a présenté ses excuses. Le trafic n'a quant à lui pas repris avant la fin du service sur la ligne 1 qui traverse Paris d'est en ouest et qui est très fréquentée cet été, alors que le RER A est en chantier.
Voilà, donc catastrophe hier soir, effectivement, sur cette ligne 1. Et on reproche beaucoup à la RATP, donc cette gestion de crise quelque part qui a été super mal gérée, qui a laissé donc tous ces gens pendant plus de 2 heures dans une rame bondée. Comme on le disait tout à l'heure, étant donné que tout était en panne, il n'y avait plus de clim, il n'y avait plus rien, donc forcément la chaleur a vite grimpé. Je comprends pas pourquoi on habite dans des villes comme ça. Vraiment, je me pose la question, pourquoi on reste tous entassés les uns les autres? Les loyers sont chers, la vie est stressante. Tu veux qu'on se barre tous? Non, mais au moins que les grandes entreprises, elles payent des loyers, enfin, je sais pas, exubérants à la défense, qui se délocalisent à droite, à gauche. Je sais pas moi, enfin, la France, elle est grande. Quand on sort à 1h30 de Paris, ça y est, il y a de la place partout, les loyers sont moins chers. C'est le problème de la centralisation. Oui, c'est ça. Ils ont tout concentré sur les grandes villes et notamment. Moi, je suis d'accord. On peut même délocaliser les studios ailleurs. Hein. Oui, bah oui. Et en même temps, ça aiderait toutes les campagnes parce que la désertification, tous ces problèmes qui sont liés à ces situations-là, bah ça aiderait. Mais bon, après, il faut revoir la politique du territoire et de l'aménagement. Et je pense que les politiques ont toujours une vue à court terme. C'est les échéances électorales. Ils sont pas capables de voir sur 20, 40 ans ou sur des générations. Mais là, on voit le résultat de ça. Moi, à chaque fois que je rencontre des personnes, je vois c'est des personnes qui sont nées en campagne, etc., mais qui sont venues étudier ici, pour travailler ici, pour rester ici. Tout est concentré sur Paris et sa région. C'est trop. Et ça, on le voit à travers cette situation. C'est quand même inacceptable, c'est même scandaleux parce que tu vois que ces gens-là sont restés 2 heures. C'est une ligne qui est soi-disant automatisée, donc il y a plus de comportements humains qui font que il y a des erreurs qui peuvent être faites. Ils n'ont pas eu d'infos. Donc personne pour les informer. Il a fallu attendre 2 heures. La RATP dit qu'ils ont mais ils ont pas de emmené plus de 200 personnes. Si, ils peuvent. Ah oui, non, quand tu vois les images, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui appellent de leur téléphone. Donc les images, les seules images qu'on a en termes de communication, c'est les usagers. Ah, imagine, la RATP là-dessus, elle est en retard. Et quand on regarde le discours d'un des responsables ce matin, il est en retard, le mec. Il a 30 ans de retard déjà sur son discours. Il commence par s'excuser. Ok, c'est sympa, mais il explique pas comment aujourd'hui un tel incident peut se produire en 2018. On sait que la RATP a des petits soucis peut-être financiers pour remettre au goût du jour ses infrastructures. Parce que quand tu vois un petit peu le métro d'Istanbul ou même d'autres métros un petit peu dans le monde et ailleurs, en Asie. la France elle a du retard et ça c'est honteux. Et quand on voit que techniquement ils disent que la rame a été à l'arrêt, donc ça a tout coupé. Donc tu dis qu'il n'y a pas de truc de secours, notamment pour la climatisation. Voilà, ils ont toujours pas compris que l'été est de plus en plus chaud, que les situations vont continuer dans les années à venir et on en est toujours à fonctionner avec du matériel d'antan, quoi. Bah oui. Obsolète. Mais c'est pas normal en fait qu'on ait plus de climatisation parce qu'il y a eu un problème sur la rail. C'est la moindre des choses. Ouais. Marqué, moi qui suis usager du RERD, on n'a pas de clim, hein, donc voilà, on connaît ça au quotidien. Hein. Ah oui. Et puis avec les chaleurs qui sont annoncées pour les tout prochains jours, on n'a pas fini. Heureusement que les vacances arrivent finalement. Tiens, puisqu'on parle de vacances, on peut parler aussi de tourisme. Et pourquoi les Chinois aiment tant venir faire du tourisme en Algérie? Un reporter algérien a tenté de répondre à cette question. Hello Algéria, une façon d'exprimer un sentiment et montrer combien ces touristes chinois sont heureux de visiter pour la première fois l'Algérie. Nous les avons rencontrés juste à leur arrivée de Pékin, après un long voyage qui a duré 12 heures dans un Airbus d'Air Algérie qui les transportait depuis la capitale de l'Empire du Milieu. La compagnie nationale assure 2 liaisons hebdomadaires depuis Pékin, une ligne ouverte depuis février 2009. Je suis très heureux d'être là. Yes, this is my first time to Algeria, but this is my third time to Africa. C'est la première fois que je viens en Algérie, mais j'ai déjà fait l'Afrique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette année, j'ai opté pour l'Algérie. C'est la première fois que je viens à Alger. Et pour arriver là et faire la promotion de la destination Algérie et relancer le tourisme, des agences de voyage ont investi le marché international et ont pu attirer des groupes de touristes asiatiques. Les Chinois figurent parmi les clients intéressés par notre pays. Les opérateurs algériens ont su profiter de l'existence de la ligne Alger-Pékin-Alger pour mieux placer leur package. Pour nous, c'est pas un partenaire qui est nouveau. D'ailleurs, l'agence Visa Travel n'est pas nouvelle dans ce domaine. Oui, d'ailleurs, on est les pionniers. Je peux dire qu'on est les pionniers dans surtout l'asiatique. Pour la première fois qu'on fait un grand groupe qui vient pendant le festival du printemps qui est le Nouvel An chinois pour visiter le nord de l'Afrique. Et on a un programme très bien varié et intéressant en Algérie. C'est pour montrer, c'est dans un cadre qui s'appelle le tourisme culturel. C'est pour montrer la diversité culturelle de l'Algérie. Tout un circuit qui a mené les dizaines de touristes chinois à travers l'histoire. Depuis le tombeau de Cléopâtre Sélénée sur les hauteurs de Sidi Rachid à Tipaza, pour revisiter ensuite
les tombes des Romains, en passant par les dédales de la Casbah d'Alger, la place des Martyrs, Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs de Bolorin Ibn Ziri, et enfin la Grande Poste, l'autre symbole d'Alger, la Blanche. 又有一种焕发出一种欣欣向荣的感觉，我觉得感受非常好。Ça fait grand plaisir pour de voyager dans l'Algérie et pour visiter l'Algérie au Dibaza, au Casbah, les grandes places. Content de visiter l'Algérie et aussi c'est très bien. On a passé très belle journée à Dibaza. Voilà. Je pense que après on a plus en plus de Chinois. Incroyable hein, quand même. Alors les Chinois sont très nombreux en Algérie. Donc là, apparemment, il y a du tourisme qui se développe pour ces Chinois. C'est incroyable. Hein. Les Chinois sont chez eux là-bas en Algérie. Non mais oui, clairement. On te l'avait dit, Christophe. Le jour où tu iras en Algérie, tu vas comprendre pourquoi les Algériens aiment leur pays comme ça. Ouais. C'est il faut goûter les produits locaux, il faut manger, il faut rencontrer les Algériens malgré les difficultés. Moi j'ai un petit peu voyagé dans ma vie, j'ai vu quelques pays, mais bon franchement l'Algérie c'est particulier malgré tous ces problèmes. Il y a quelque chose de particulier, je sais pas, je pense que c'est l'empreinte de son histoire qui fait que l'Algérie elle est particulière. Regarde les Chinois, ils sont pratiquement 2 milliards, ils sont plus de 2 milliards, ils ont un pays qui fait peut-être 10 fois l'Algérie, qui lui-même fait déjà 4 fois la France. Donc si c'est des gens qui sont attirés comme ça par l'Algérie, t'imagines bien quoi. C'est qu'il y a un truc. Il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose. Je précise que les Maïssa et Nadir sont algériens, hein, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Voilà. Aujourd'hui c'est émission 100%. Algérienne. Alors tiens, on va parler un peu d'harcèlement là, parce que apparemment, il y a eu cette histoire qui a tout déclenché quelque part. Le harcèlement de rue, un phénomène de plus en plus préoccupant. Marie Laguerre, 22 ans, a publié sur sa page Facebook la vidéo de son agression à Paris par un homme qui l'a frappé au visage. J'ai croisé un homme qui s'est permis à mon passage de faire des bruits à connotation sexuelle, sortir sa langue, des bruits un peu humiliants et dégradants. C'était pas le premier, ni de la journée, ni de la semaine, ni du mois. J'ai réagi en lâchant un ta gueule, que je pensais qu'il entendrait pas. Sauf qu'il a entendu et là c'est allé assez vite, il a commencé à foncer vers moi et à ce moment-là je savais qu'il allait me frapper. Il y a énormément de femmes qui se reconnaissent là-dedans, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien d'hommes et de femmes qui trouvent ce comportement inadmissible. Donc je trouve ça bien que ça fasse réagir. Après j'espère que ça va continuer à faire réagir et faire bouger les choses parce que c'est pas normal que ce soit comme ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation-là qui touche vraiment toutes les femmes. Il faut vraiment que ça change. Et dans le Parisien aujourd'hui, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, assure que la réponse politique sera à la hauteur et que les premières amendes contre le harcèlement de rue seront mises à l'automne. Il s'agira d'amendes de catégorie 4, c'est la plus lourde, donc comptez entre 90 et 750 euros. Oui, mais sauf que le problème, c'est que Marlène Schiappa, effectivement, propose ce plan pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Le problème, c'est que la police te dit aujourd'hui dans une interview à lire dans Le Figaro que c'est inapplicable. Quand on voit par exemple le regard insistant. Mais des fois, ça arrive à tout le monde de regarder, tu sais, d'avoir le regard hagard en fait et de rester sur quelqu'un et de s'en rendre compte après. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de réfléchir et de pas faire attention à ce que je regardais. Toi, Maïssa, femme. Oui. Tu es une femme. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de subir quelques gestes déplacés ou peut-être des paroles ou quoi dans les transports, dans le métro, dans la rue aussi? Parce que cette femme nous dit que ça arrive tout le temps. Bon, alors moi, les seules réflexions entre guillemets encore vraiment très très lointaines, c'est rentre chez toi. Parce que je porte le foulard, donc du coup c'est la seule chose que j'ai jamais eu de. Après j'ai jamais eu de. Non. Après, appelez-nous pour nous dire, mesdames, mesdemoiselles, dans le métro. Moi, j'ai pris souvent à une époque quand j'étais étudiant, le métro c'est une catastrophe. C'est tous les jours, t'as des comportements comme ça de mecs qui ça relève de la psychiatrie. Ah ouais, je les ai vus. Il y a vraiment des cas comme ça où franchement il y a des hommes qui sont qui mériteraient de la prison ferme, parce que ça peut être violent aussi. Il y a des comportements qui sont assez violents. Au-delà du regard, on dit le regard. Après je sais pas comment on peut déterminer un regard. Il y en a qui vont regarder des images pornographiques à côté d'une femme, par exemple. Non, ce qu'on appelle
les colleurs, les frotteurs, tout ça. Bon, voilà, il y a des choses, franchement, c'est quand même violent. Ouais. Mais bon, après, je pense que ça relève aussi pour certains de la psychiatrie. Hein. Il y en a d'ailleurs pendant les célébrations du mondial qui ont des femmes qui ont subi. Mais moi, j'ai l'impression, pour avoir vu les 2 mondiaux, j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu un petit problème, c'est que bon, moi j'étais dans la rue pour 98, on s'est éclaté et tout. Il y avait pas de, j'étais jeune, hein, j'avais, je sais plus quel âge, 98. Moi j'avais 17 ans. Ben, j'étais dans la rue, je suis sortie, je portais pas le foulard à cette époque. Il y a jamais eu un geste déplacé, jamais une main déplacée, jamais une incivilité. Tout le monde était heureux, etc. Là, cette fois, quand j'ai regardé les vidéos, mais que ça soit les meufs qui se mettent à poil, ou les gars qui, enfin, les femmes qui se sont plaintes des, bah, c'est choquant quand même. Ça m'a choqué en fait. Je pense que les extrêmes, là maintenant, on est vraiment dans le pire du tout. Ouais. Et que là, on va retrouver un équilibre d'ici une dizaine d'années. Mais là, on est vraiment dans les extrêmes de tout. Des personnes qui se sont senties oppressées, bah, qui se sentent libérées, et des personnes qui ont eu trop de liberté, qui maintenant s'oppressent. Mais là, on va revenir à un équilibre, mais je pense d'ici une quinzaine d'années. Hein. J'aimerais être optimiste comme ça. Ouais. Oui, bah c'est bien un peu d'optimisme. Allez, dans un instant, j'espère qu'ils le seront aussi, nos auditeurs optimistes. Dans un petit Libertad improvisé, vous avez plein de sujets sur lesquels qu'on a évoqué, sur lesquels évidemment vous pouvez revenir au 01 40 33 9000 dans un instant. Ne bougez pas. Alors, ce qui est en train de buzzer, on vous le dit tout de suite, hein, ça va faire la une de toutes les émissions de demain, débat et compagnie. C'est les 2 rappeurs Booba et Karis qui se sont battus dans un aéroport, dans un aérogare d'Orly, qui a été fermé. 13 interpellations. Voilà, donc ça fait causer, ça buzz, hein, sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc voilà, ces 2 rappeurs qui effectivement se sont croisés et se sont affrontés, tapés dessus. Voilà, le rap game est sorti avec Booba et Karis. En plus, ils ont 40 ans, hein. C'est bon, faut passer à autre chose. Ouais, c'est vrai, 40 ans les mecs. Ouais. On dit que c'est l'âge de la maturité, et pas pour tout le monde. Hein. Dans un instant, on est de retour très vite pour la fin de ce grand forum avec Maïssa Leroy et avec Nadir Kaya. LGF, le grand forum pour les quelques minutes qui passent. Au moins, c'est bien, pendant l'été, il y a moins de pubs. Donc ça va plus vite, c'est très bien. 01 40 33 9000, on va s'improviser un petit Libertad là, voilà, sur tous ces sujets que l'on a évoqués. Puis mine de rien, en 2 heures, on a évoqué plein de sujets, hein, voilà. Mais surtout l'Algérie. Hein. Ah bah, évidemment. À 01 40 33 9000, bonsoir, qui est là? Allô, oui, bonsoir, Kamel à l'appareil. Salut Kamel, bonsoir. Bon. Oui. Allô. Oui, Kamel, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses, effectivement. Donc, moi, je voulais tout simplement, rendre hommage aux femmes et de leur force, de ce qu'elles nous ont prouvé dans le passé. Et je fais notamment allusion à l'Algérie. C'est là-dessus que je vais rebondir d'ailleurs. Ouais. Et pour moi, c'est très important. Donc, bien évidemment, on vit dans une société qui est en déroute, qui ne sait pas vraiment où elle va, où il y a de grosses pathologies, et notamment celle du ventre et du bas-ventre. On va pas s'arrêter là, on va dire à ces hommes, à nous les hommes, de faire le boulot pour que ces gens-là soient mis à l'écart, et puis voilà, mais de toujours venir en aide à ces femmes qui sont harcelées, battues, etc. Ne pas rester muelles. Oui, mais Kamel, on est dans une société de lâches, parce que par exemple, il y a des femmes qui se sont fait agresser il y a pas si longtemps dans les RERD, une femme qui s'est fait violer en pleine heure de pointe, personne n'a bougé. Non mais ça c'est nul. Non mais c'est pas nul, c'est de la lâcheté. Pardon. Ça nous renvoie à des comportements, mais moi au travers de l'histoire, ça me renvoie à ces comportements de ces lâches, de ceux qui ont dénoncé, etc., qui se sont planqués. Faisons en sorte de ne pas accepter ça. Et ils sont où les vrais bonhommes là? Et puis ceux qui t'accompagnent, soyons les initiateurs des pierres que nous devons poser à l'édifice d'une société bien meilleure. Pour revenir sur l'Algérie, si tu me permets, je voudrais dire tout simplement que l'Algérie est et restera indivisible. Il ne sera jamais question que cette société, ce pays, cette nation soit divisée. Le tribut du sang de nos anciens, de nos parents, de nos arrière-grands-parents a été important. Je reste fermement opposé à tous ceux qui seraient là pour venir diviser. Je te cache pas qu'on m'a approché à un moment parce que je suis un Kabyle, etc., etc. On est venu me saouler. Je lui dis, l'Algérie ne sera jamais divisée. On peut parler de tout, mais en considérant, et c'est la chose la plus importante,
elle est une et indivisible. Voilà, c'était le message que je voulais envoyer. Merci à vous tous. Merci Kamel. Merci Salut. pour ce message, effectivement. Bon, Plein d'espoir. plein d'espoir, oui. Non, mais on sait qu'il y en a qui ont intérêt à diviser, y compris des gens de l'intérieur, hein, Bien sûr. aussi, qui se sont fait aspirer par notre nation. Bon, 01 40 33 9000. Alors, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Shadia. Bonsoir à tout le Shadia. monde. Comment ça va Shadia? Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe Ça va, Shadia? alhamdoulilah, ça va, tranquille. Maman, je vais parler d'harcèlement de rue, là. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, moi, j'ai été harcelée plusieurs fois. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé Shadia? Eh ben, toujours des regards insistants, un peu trop, surtout dans notre communauté, beaucoup de maghrébins, parce que bon, je suis pas forcément une femme chez les femmes, hein, comme on dit. Bref, toujours entre l'insistance à vouloir parler, à savoir tout. J'ai beau dire non, ça ne m'intéresse pas, je suis mariée. Ils insistent, jusqu'à la fin que je m'énerve. Je dis écoutez, laissez-moi tranquille, sinon vous allez affaire mon mari ou j'appelle la police. Ouais, Voilà. Bon. Et c'est d'assistance, mais d'assistance mal placée. Hein. On a beau dire non une fois, deux fois, un fois, excusez-moi, mais il faut arrêter dans la vie. Nous ne sommes pas des objets, nous les femmes. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres humains. C'est vrai, Oui. vous avez raison. Est-ce qu'ils aimeront bien qu'on fasse ça à leur mère ou à leur sœur? Ah non, 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 là, attends, évidemment. Bah, bien sûr évidemment. que non. Ah bah non, pas du tout. Alors arrêtez s'il vous plaît de nous stigmatiser, de croire qu'on est des objets sexuels. Nous sommes des humains, nous sommes des femmes. On peut être vos mères, vos sœurs, vos nièces, vos tantes, peu importe. Arrêtez de nous harceler parce qu'on en a ras-le-bol, nous les femmes. Laissez-nous tranquilles. Merci Shadia. Merci beaucoup. Voilà. Mais là, un cri du cœur qu'on a bien entendu en tout cas. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'il y en a qui le dénoncent, hein, ce harcèlement. Ne serait-ce qu'une fille qui se fait siffler dans la rue, ça t'est jamais arrivé ça, Maïssa? Oui, si, Oui. mais ouais, bon. Ouais, Moi, toi je tu t'en calcule. tapes toi. Ouais, voilà, vraiment, clairement, Bah, après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui se sentent, comment dire, très dérangées par ça. Mais je pense en fait, c'est dans l'éducation. Il faut éduquer les hommes à comprendre que les femmes ne sont pas des objets. Si tu viens, tu dis oui, cette fille-là Khamdia ou cette fille-là Khamdia quand t'es à la maison, et que après derrière, le garçon, il traite les femmes comme si qu'elles étaient Khamdia, bah c'est normal en fait. C'est pas aux enfants qu'il faut en vouloir, c'est aux parents, aux familles. Allez, une petite dernière, bonsoir. Oui, le chat, il est là. Ah oui, c'est un chat algérien, c'est sûr. Non, il est de chez toi, c'est un chat kabyle. Ah, tu reconnais au ZZ là? Ah ouais, voilà, c'est ça. Il a bu un peu d'huile d'olive celui-là. Zitoun. 01 40 33 9000 évidemment, c'est Libertad sur France Maghreb 2. Demain, tiens, Ousmane Timera qui fait son retour dans le LGF demain. Allô, bonsoir. Ok, voilà, le mec s'amuse. Voilà, le mec s'amuse, il a trouvé un truc, il est content. Bon, ah peut-être. Il a du temps en ce moment. Ouais, bah oui. Il va en avoir. Il va à la salle de sport. Alexandre, ça suffit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Bachir de Paris. Salut Bachir de Paris, qu'est-ce qui se passe Bachir? Bon écoute, ça va, je voulais juste réagir, bonsoir à toute l'équipe. Je voulais juste réagir vite fait sur l'Algérie et dire en fait que on est tombé dans un système où les gens ils se plaignent beaucoup trop. Faut pas qu'ils oublient ceux qui vivent là-bas, parce que moi je vis pas là-bas, donc j'ai pas trop non plus intégré au truc. Mais ils ont l'école gratuite jusqu'à l'université. L'université est gratuite, hein. Les hôpitaux sont gratuits. Allô? Oui. Les hôpitaux, bon après l'état des hôpitaux aussi, il paraît que c'est pas top non plus. C'est vrai, mais l'état des hôpitaux c'est normal. Ils y vont, ils ont mal à la tête, ils vont à l'hôpital. C'est pas normal. Donc, comme en France, bah, hein. oui. Bah, tu sais qu'en France, Bachir, tu parles des hôpitaux. Mais tu sais que la France n'a rien franchement, voilà. Certains hôpitaux français, c'est une catastrophe et c'est honteux. Bien sûr. Bah oui, mais ça c'est clair. Mais c'est pour ça, ils se plaignent beaucoup trop, ils idéalisent trop l'étranger, et ça c'est ce qui est dommage, ça. Merci Bachir, merci à toi. À bientôt, bonne soirée. Bon, eh bien, c'est terminé pour ce soir. Oui. Merci beaucoup Nadir, bonnes vacances hein, dans Haute-Savoie là-bas. Merci. Maïssa, bonnes vacances dans le sud. Dans le sud, toujours. Ouais. À des plages
Plage privée pour Maïssa. Voilà, maison avec piscine. Voilà, maison avec piscine, d'accord. Oui. Ah, on s'éclate. Ah bah oui. Et Bayenne, elle va se baigner? Bien sûr, ouais, je pense, ouais. 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 Vu que c'est caniculaire, on va lui faire un petit plouf. Bon, c'est cool. Elle va apprendre à nager à 1 mois et demi, rendez-vous compte. Là, le record battu. Bonnes vacances à tous les deux. Bonnes vacances. Bonnes vacances à toi aussi. Hein. Bonnes vacances les filles. Parce que Maïssa, il va pas venir toute seule. Ah bah oui, il y en a une qui a parlé déjà au micro. Ouais. Et celle qui a parlé l'autre fois, elle n'a pas voulu venir. Hein. Ouais, elle a dit je reste à la maison tranquille, je lis mes livres. Wesh, Asia, franchement, t'aurais pu venir quand même. Ouais, j'avoue. Hein. À bientôt, Tesnim. Merci, bientôt. À bientôt. Enfin, si je viens. Ouais. Bonnes vacances. Comment c'est jamais. Merci. Allez, à très bientôt à tous dans un instant et donc la suite des programmes sur France Maghreb 2. Demain on est de retour pour les 2 dernières émissions. Demain Ousmane Timéra avec qui on sera demain entre 16h et 18h. C'est un peu l'arrache en ce moment le LGF pour cette dernière semaine. Bonne soirée à tous, il est 18h, l'heure de rappel de l'actualité. C'est avec Marine Garel pour le flash de ce soir. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 4 trains en circulation demain en gare Montparnasse. La situation s'améliore de jour en jour. La SNCF vise un trafic quasi normal pour vendredi et ce week-end de grand départ. Retour complet à la normale lundi. Un incendie toujours en cours dans le sud de Paris, dans l'Essonne. Un entrepôt qui recycle les déchets d'origine industrielle a pris feu. La mairie invite les habitants à rentrer chez eux, à fermer les fenêtres et à se préparer à une éventuelle évacuation. Pas de médaille Fields pour la France, pourtant 2e nation mondiale dans le domaine des mathématiques. La prestigieuse distinction équivalente du prix Nobel a été remise à 4 scientifiques internationaux. Les 15 jours de grève entre février et juin ont coûté 335 millions d'euros à Air France. La compagnie publie ce matin ses résultats financiers pour les premiers mois de l'année. Le conflit avait conduit à la démission du PDG du groupe. Il pourrait reprendre en septembre puisqu'aucun accord n'a été trouvé entre la direction et le personnel sur les augmentations de salaire demandées. Le projet de loi Pénicaud sur l'apprentissage et la formation professionnelle doit être définitivement adopté à l'Assemblée nationale cet après-midi. L'objectif est de rendre plus attrayante cette voie choisie par près de 400 000 jeunes. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, indique que le gouvernement table sur au moins 1,8% de croissance cette année. L'Aquarius, le bateau dédié au secours des migrants, reprend la mer aujourd'hui. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a fait une escale technique d'1 mois à Marseille. Il a été au cœur d'une polémique européenne en juin dernier après le refus de Malte et de l'Italie de lui ouvrir ses ports. Aujourd'hui, 1er août, nous, l'humanité, vivons à crédit. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. En 7 mois, nous avons consommé la totalité des ressources naturelles que la planète peut renouveler en une année. Et puis on apprend que 34 départements sont désormais en vigilance orange à la canicule. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.